Bonsoir à tous. Que se passe-t-il finalement entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et McGill Construction Corporation? Après une semaine de guerre par communiqué interposé, les deux institutions deviennent ou redeviennent amis. Le MINSEP et McGill, main dans la main sur le chantier de construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Les deux institutions ont effectué une descente conjointe sur le site. Objectif: évaluer et relancer les travaux d'achèvement du complexe. Mais si le MINSEP et McGill font désormais amis, les deux institutions restent divisées sur la question des 42 milliards de francs CFA que le MINSEP dit avoir versé, mais que McGill dit n'avoir jamais reçu. Que se passe-t-il donc entre le MINSEP et McGill? Que se passe-t-il à Olembe? Question en débat dans le cadre de 100% foot. 100% foot sur Equinox Télévision qui reçoit ce soir Kazimi Manguet, le coach. Bonsoir. Merci Cyril, bonsoir. Bonne et heureuse année 2023 à toi, toute la famille, à tous nos téléspectateurs. Bonne et heureuse année 2023 à tous les panélistes. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça faisait un bout, on ne vous a pas vu sur le plateau de 100% Bien entendu, c'est toujours un énorme plaisir lorsqu'on est convié à cette magnifique table de 100% foot. 100% foot qui va parler ce soir du football. C'est 100% football, on parlera, on l'a dit, du complexe sportif de l'NBA. Il y a beaucoup d'autres sujets, notamment le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football qui se déroule en Algérie. Merci d'avoir accepté l'invitation de 100% foot encore ce soir. Merci, c'est une fierté d'être élu sur ce magnifique plateau, surtout en début d'année quand même. J'ai envie de dire, je suis un heureux élu parce que c'est 2023 janvier, c'est un honneur. Je voudrais vous dire merci et même à toute la famille Equinox, dont j'ai toujours de l'admiration. Souvenez-vous, vous étiez encore tout jeune, nous étions à Douala et c'est nous qui meublions avec Sabin, à qui j'adresse d'ailleurs. Nana Paul Sabin. Oui, Nana Paul Sabin, mes voeux les meilleurs avec Foué. J'espère que Globe-Trotter, Raoul Dabo Foué. Raoul. Et tout ce monde, et le PDG aussi, qui ne cessait pas de nous motiver chaque fois qu'il y avait un événement. Et il nous donnait tout ce qu'il fallait pour qu'on réussisse. J'ai gardé des gros souvenirs avec Equinox TV et radio. Merci d'être venu en tout cas. Merci. 100% foot reçoit également ce soir Achille Chounta. Bonsoir. Bonsoir Aïe. Bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Et à vous-même aussi, vous êtes revenu du Qatar. On n'a pas encore détaché les salles. Ah bon? Il y en a qui l'ont fait avant vous. Bon, et puis, à ce rythme-là, on n'en finira pas détacher les salles. Bon, on verra bien. Disons qu'il y a une communauté qui vous suit très très bien. C'est la communauté Bansenda. Bonsoir ici. Et à tous les autres téléspectateurs. Merci d'avoir accepté. Vous n'êtes pas nouveau. Vous êtes carrément un habitué des plateaux de 100% foot. Oui, pour 2023. C'est la première pour 2023. C'est le baptême du feu de 2023, mais on est habitué, on va se battre pour être à la hauteur, n'est-ce pas, des espérances de nos téléspectateurs, pour pouvoir apporter notre modeste contribution par rapport aux différents sujets d'actualité que vous avez évoqués tout à l'heure. Tout à fait. Achille Chounta, toujours au quotidien le jour. Entre 2022 et 2023, ça n'a pas changé. Non, écoutez, c'est depuis 2007. Et de 2007 à Vous savez, souvent les passages d'une année à une autre, beaucoup de choses peuvent... beaucoup d'eau coule souvent sous les ponts. Ce n'est pas des sitôt. Ce n'est pas des sitôt. Merci d'être venu, en tout cas. On accueille également sur le plateau de 100% foot un habitué, Christophe Noubissi. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonne année à toi. Merci. Et c'est qu'à tous ceux qui sont très fidèles à Equinox Télévision, surtout à 100% foot. C'est un plaisir d'être là ce soir. Vous savez, c'est la première année 2023. On se retrouve avec le même plaisir. Je crois pouvoir être à la hauteur de servir à ceux qui nous écoutent, nous suivent ce qui est posé en table aujourd'hui. Je voulais également dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le set de Banjoun, le conquis là-bas. Oui. Stade de Banjoun est revenu. Oui, on avait annoncé la l'équipe naissance. L'équipe est en bonne place. Il faut avouer que tout est mis en place pour qu'on revienne en élite tout. Et je crois que le président actuel, monsieur le maire Kenyé, et son staff
ils se battent autant bien que mal pour que l'équipe revienne. Vous savez, en 2017, on a eu la malchance de ne pas pouvoir revenir en Élite 2. Il y avait eu la qualification, malheureusement pas d'Interpol. Alors cette fois-ci, on voulait peut-être mettre les choses en place pour que l'équipe puisse revenir. Dans tous les cas, On espère. dans tous les cas, La D2 régionale de l'Ouest n'est pas si facile que ça. bon, c'est vrai que c'est un gros morceau, mais on tient. On tient. On espère que ça ira On tient. On tient. au stade de Banjoun. On On se a bat. besoin du club dans l'élite, au sein de Oui, l'élite. oui, il faut le club. Vous savez, les clubs communautaires sont le plus souvent des clubs qui sont dans lesquels on se sent le plus. Il y a Banjoun, il y a Feutueux, certes, je dis qu'au Banjoun, mais le communautaire reste toujours le club à partir duquel. Surtout que la sent ville concerné. est dotée d'un stade. Hein. Oui, un stade, il y a un donc, stade qui a il faut abrité bien- pas mal de matchs, surtout un centre d'entraînement pour la CAN. Tout à fait. Je me souviens encore du Sénégal qui était à Banjoun pour l'entraînement de la CAN, qui avait apprécié l'infrastructure. Il va falloir l'exploiter, les utiliser, pour que ceux qui sont dans cette localité puissent suivre et vivre le football, et même le sport en entier. Tout à fait. Le passage de 2022 à 2023 ne vous a pas amené à changer. Vous êtes toujours Radio Témini Santo. Je suis en poste. Je suis en poste avec la grande messe samedi. Le samedi, Sport on DS. Sport on DS. On DS. Merci d'être venu sur 100% foot. Plaisir partagé. 100% foot, c'est le débat, c'est vrai, mais c'est davantage le jeu. On vous le rappelle tout le temps. Le jeu, ça se déroulait sur le terrain ce week-end. Les rencontres de la 9e journée du championnat national de football Élite 2. Vous savez que l'Élite 1 est en trêve pour cause de Chan. C'est donc l'Élite 2 qui se dispute. 9e journée, et notamment ce match au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Tonnerre Kalara Club de Yaoundé contre Stade de Betoua. Ça faisait longtemps, on n'avait pas vu un match d'Élite 2 dans la cuvette de Fandina. Généralement, c'est dans les stades annexes. Mais là, Tonnerre contre Stade de Betoua, c'était vraiment dans la cuvette de Fandina avec cette occasion finalement, on va dire vendangiche qui ne rentre pas. Il faut dire que Tonnerre de Yaoundé a été accroché par Stade de Betoua, 0 but partout sur le banc de touche. On se désaltère, les coachs qui ne tiennent plus assis. Les coachs qui ne tiennent plus assis et ils étaient en train de remobiliser les troupes. Mais finalement, il n'y aura pas de but dans cette rencontre. 0-0 entre Tonnerre de Yaoundé et Stade de Betoua sur ces images ramenées par Rodrigue Ngassi qui a effectué le déplacement du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. On va écouter les acteurs de cette rencontre, notamment du Hamel Kalamandji et Jean-Pierre Mott. Ils sont joueurs et coachs de stade de Betoua. On les écoute au micro de Rodrigue Ngassi. On a bien joué, on a fait l'effort de jouer, mais ça n'a pas été. On a eu des bonnes occasions, mais on n'a pas fini les occasions. On a manqué juste d'efficacité. On n'a pas eu l'opportunité de marquer un but. Pourtant, à un moment, on avait le match en main. On a pu contourner tous les pièges que nous avons tendus et on a eu l'opportunité de faire le break, mais là, on n'a pas réussi. Une opportunité de faire le break qui ne passe pas et 0 but partout donc entre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé et Stade de Betoua. Il y avait une deuxième rencontre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. AS Lausanne d'Anguissa était face à Unisport du Onkam. On va dire hold up de Unisport Tamko qui est venu damer le pion à AS Lausanne 2-0 pour la formation des 100 et or de Bafan. Alors qu'on voit les images de cette rencontre ramenées, je l'ai dit, par Rodrigue Ngassi qui a effectué le déplacement du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et ce joli coup franc qui effleure finalement la-bas transversale public quand même. Bon, pour une rencontre d'élite tour, c'était pas véritablement ce à quoi on se sera attendu, mais un public qui est venu assister à cette rencontre. Lausanne de Yaoundé contre Unisport du Onkam, victoire donc des 100 et or de Unisport du Onkam. On va écouter Rodrigue Morocco, nouveau coach de Unisport du Onkam. Il faut dire que après de retour du Qatar où il était à la Coupe du Monde, Donald Gameni, le président de Unisport, n'a pas. Unisport va atteindre ses objectifs. En tout cas, c'est ce que nous dit Donald Gameni. L'objectif, c'est bien entendu les premières places et accéder à un Elite One, pourquoi pas. On écoute Rodrigue Morocco et dans la foulée Donald Gameni, président de Unisport du Onkam.
Il faut reconnaître que nous, on a su la continuité parce qu'il y avait il y a des entraîneurs qui étaient avant nous. Ils ont fait également du bon boulot. On essaie maintenant de recadrer les enfants parce qu'à leur départ, il y a eu un peu de panique dans tout le groupe, mais on essaie de les ramener petit à petit. Et on se dit que grâce à Dieu, on peut atteindre notre objectif. C'est tout simplement le travail et je pense que j'ai dit dans mes interviews précédentes que tout n'avait pas encore commencé et que la balle était encore au centre. Il est donc question pour nous de se remettre au travail et de rebondir pour jouer les hauts de tableau qui est notre objectif principal vu les moyens que l'administration et les partenaires de Unisport ont mis en jeu et également l'arrivée du nouveau staff technique qui est à 2 matchs de victoire. Je pense que ce n'est qu'à féliciter. Voilà, Donald Gameni qui ne cache pas les ambitions de Unisport du Ouakam, jouer le haut du pavé. Pourquoi pas, l'équipe doit revenir au sein de l'élite One la saison prochaine. Pour cette 9e journée, Racing de Bafoussam, TPO, était opposé à AS FAB de Yaoundé, l'équipe des forces armées et police. On a les images de cette rencontre entre le tout-puissant de l'Ouest et l'équipe des forces armées et police. Le tout-puissant qui n'a pas véritablement été puissant face à l'équipe des forces armées et police. Un but partout à l'issue de cette rencontre. Sur ces images, Racing Bafoussam, c'est vrai, en haut du tableau, mais a du mal véritablement à dominer ce championnat élite de tout. On va écouter Boniface Biba, qui est l'entraîneur et dans la foulée le capitaine de cette formation. Tous sont donc de AS FAB de Yaoundé. On pensait qu'on pouvait mériter mieux dans ce match et il y avait vraiment de la place. Malheureusement, on n'a pas pu marquer ce second but pour nous mettre à l'abri. On a permis à Racing, sur une erreur de placement, de revenir à la marque. On ne va pas cracher sur ce point du match. Nous allons continuer de nous préparer. Nous pensons qu'on a été meilleur dans le contenu, mais on n'a pas été efficace devant les buts. Voilà, nous avons vu quelques lacunes. On a vu de bonnes choses et de mauvaises aussi. Donc on va beaucoup plus s'attarder sur les bonnes choses qu'on a vues et essayer, n'est-ce pas, de travailler les mauvaises. Ils sont venus ici là bien à Bafoussam pour remporter ce match. Et nous étions unis, soudés. Avec les conseils du coach, nous avons donné ce que nous avons donné malgré le match nul. On peut s'ententer un point. Puis je suis en joie parce que j'ai marqué, c'est mon 5e but et je dois continuer à marquer pour aider mon équipe. Malgré qu'on n'a pas pu gagner, mais ça va. Voilà, c'était plutôt Bertrand Gounich, entraîneur de FAB. On va maintenant écouter Ndje Biba. Lui, il est véritablement l'entraîneur du TPO, le Racing de Bafoussam. Ndje Biba, entraîneur de Racing de Bafoussam, quelque peu déçu après avoir été accroché par AS FAB au terme de cette rencontre de la 9e journée. Il s'exprime aussi tout autant que Florent Batum, buteur de Racing de Bafoussam dans cette rencontre. Voilà, on reviendra certainement sur ces éléments de Racing de Bafoussam. Le temps de rappeler qu'il y avait match au stade de Bonamoussadi à Douala. Léopard de Douala était face à Foncha Street. Léopard de Douala qui a pris le dessus sur Foncha Street. 4 buts contre 2. On va avoir certainement les images de cette victoire de Léopard de Douala à l'occasion de la 9e journée du championnat national de football élite tout face à Foncha Street. Voilà l'entrée des acteurs au stade de Bonamoussadi. Au départ, on avait du mal à jouer au stade de Bonamoussadi, mais là, on prend de l'habitude maintenant à disputer les rencontres, notamment de l'élite tout au stade de Bonamoussadi. Notre bloc trotteur Raoul Taboufoué nous ramène donc ces images du stade de Bonamoussadi entre Léopard de Douala et Foncha Street, l'équipe de la région du Nord-Ouest. Mauvais voyageur, ce club de Foncha Street, puisque battu à Douala par Léopard local, l'équipe locale. On voit d'ailleurs l'une des réalisations
de cette formation de Léopard qui a filé 4 buts à la formation de Foncha Street de Bamenda. On va écouter Adolphe Mwanjo, c'est l'entraîneur de Léopard de Douala, et juste derrière lui Patrick Moussima, directeur adjoint des opérations de Léopard de Douala. Tous les deux sont au micro-équinoxe de Raoul Taboufoui. Une victoire facile. Vous savez, c'est vrai quand on gagne, on dit c'est facile, mais dans le stade, ça chauffe. Et vous voyez, aujourd'hui, on a continué à travailler parce qu'on s'est dit vraiment qu'on va travailler. Et puis, c'est arrivé à ce résultat. Pas seulement le pas, moi, aussi de retour. Parce que depuis le début de la saison, je n'avais pas encore marqué. Et il fallait que je montre aux gens que ce n'était pas le hasard l'année dernière. Je l'ai dit tout à l'heure que l'heure a sonné. Et sport, c'est mon ancienne équipe, comme d'habitude. Je vais voir si Dieu me permet de marquer aussi encore même au moins un but. Je vais prendre ce but. Nous sommes très contents de tout ce qui est en train de se passer. Souvenez-vous, nous avons eu des faibles commencements au départ, match nul, des défaites, et puis ça nous a permis de réfléchir et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, nous sommes dans un progrès sensible. Or, le Léopard est devenu le tombeur des grands. Les prochains adversaires doivent véritablement être inquiets parce que le Léopard est sur une dynamique qui n'est pas prêt à s'arrêter. L'entraîneur reste attendu. Cela sera mis en place. Quand il y a des victoires comme celle-ci, vous vous rendez compte que le travail est en train de se faire. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas assis sur le banc de touche que vous pensez que le Léopard n'est pas entraîné. Vous avez vu comment le jeu que nous avons produit, ce n'est pas un jeu des gens qui n'ont pas un entraîneur ou quelqu'un qui pèse sur un banc de touche. Il est volubile et même plutôt content. Hein. C'est vrai, quand il y a le résultat, tout le monde est satisfait. Eh on verra ce qui l'adviendra. Si jamais il y a des fêtes, on ne le souhaite pas pour Léopard de Douala. En tout cas, belle opération de Léopard. 4 buts à 2 face à Foncha Street pour cette 9e journée. Moses Batich est l'entraîneur de Foncha Street et s'exprime également après la défaite face à Léopard de Douala. Actually, I think it is football. If today I've fallen before Léopard, I think it is very, very normal. It is very, very normal for the championship. It is 3 things. Either you are winning, you are losing, or you draw. If today I've lost against Léopard, I think I will only go back and work harder to see how I will correct my mistakes for my next game. Well, I think it was a bad day. It does our strategies, what we put in place. First of all, we're coming to have at least a goal during the first segment, and during the first half we had a goal. It happens that during the last 45 minutes for the first half we considered 2 goals. I think it is football. We went during the first half thinking we are going to correct. It wasn't going, but I think it's just a bad day. It's just a bad day, but we are going to correct for our next game. Pour cette 9e journée de l'Elite Tour, il y avait un match au stade municipal de Mélon. C'est là-bas que l'Aigle Royal du Mungo reçoit ses adversaires. Et l'Aigle Royal du Mungo était face à Dynamo de Douala. Ces images de Alain City, notre correspondant qui est parti de Bafang pour Mélon, afin de suivre cette rencontre en public du stade municipal également de Mélon. C'est un stade municipal, hein, vous avez vu les gradins aménagés par la mairie de Mélon et le maire Kouété Jean Rigolo qui est en même temps président de Stade Renard de Mélon. La semaine dernière, on écoutait Olivier Nankam, entraîneur de Stade de Mélon, qui se plaignait, il ne comprenait pas pourquoi on continuait de programmer les matchs de Stade Renard ailleurs, alors que la ville de Mélon dispose d'un stade acceptable, en tout cas, est-ce qu'on va dire véritablement aux normes? On ne sait pas, mais on peut jouer là-bas, non? Vous confirmez? Ça peut se faire. Ça peut se faire parce que d'abord, l'espace est assez pelouse. La pelouse est praticable. Elle est praticable. Mais bon, à l'heure du développement des infrastructures au Cameroun, bon, on continue à jouer. En tout cas, le public de Mélon pense qu'il dispose d'un stade où l'équipe locale peut accueillir ses adversaires. La preuve, c'est que l'Aigle du Mungo part d'un Kongsamba pour aller recevoir ses adversaires à Mélon. Il y avait donc un but partout entre l'Aigle Royal du Mungo et Dynamo de Douala. On rappelle que c'est d'ailleurs les visiteurs, Dynamo, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score dès la 4e minute. L'Aigle Royal du Mungo cueilli à froid, alors que à la 25e minute, donc l'Aigle a pu obtenir l'égalisation par l'entremise de Louis Adolphe Kolo, alors que c'est Justin Diderot Chamba qui avait ouvert le score pour Dynamo de Douala. On refait le tour des résultats de cette 9e journée du championnat national de football Elite Tour.
avec cette victoire, on l'a dit, de Léopard de Douala face à Foncha Street, 4-2, 1 but partout entre Aigle Royal du Mungo et Dynamo de Douala. On venait de le voir à Mélon. Racing de Bafoussam contre ASFAP de Yaoundé, 1 but partout. Ofta de Kribi battu par Victoria United, 1 but contre 3. Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, tenu en échec au stade Omnisport de Yaoundé par Stade de Bétois, 0 but partout, alors que AS Lausanne a été battu à domicile par Unisport du Onkam, 2 buts à 0. Un coup d'œil sur le classement pour constater que les anciens pensionnaires de l'Élite One font la course en tête dans ce championnat Élite Tout. L'Aigle Royal du Mungo d'abord, première équipe avec 17 points, avec son coach Patrice Foto qui est aux commandes du département technique de cette formation de l'Aigle Royal du Mungo. En tête donc après 9 journées, Foncha Street de Bamenda 15 points, Racing de Bafoussam 14 points pour l'instant, le TPO sur le podium. Unisport du Onkam, on a entendu le président tout à l'heure rappeler les objectifs. Unisport pour l'instant est au pied du podium, 14 points pour les Sang et Or, pour le Flambeau de l'Ouest. ASFAP 5e, 13 points, Rangers 12 points, Léopard de Douala 11 points, Victoria United alias Opopo 10 points, 8e, 9e, Stade de Bétois 10 points. Dynamo de Douala, ça ne va pas très bien pour Dynamo, qui a connu des querelles intestines en début de championnat. 9 points pour Dynamo qui est 10e. Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui risque la relégation en D2 régional du centre. Ce serait terrible que Tonnerre, après l'Élite One, après l'Élite Two, on soit disputé plutôt le championnat D2 régional du centre. En tout cas, ce n'est pas encore le cas, mais ça va mal pour Tonnerre de Yaoundé qui est 11e avec 9 points, 9 petits points pour les Kalara Boys. AS Lausanne également menacé de relégation en D2 régional, 6 points, alors que Ofta de Kribi qui vient tout fraîchement de l'Élite One est encore menacé également de descendre en D2 régional dans le sud. Ofta de Kribi, bon dernier de l'Élite Tour avec 2 petits points au Makwa. Venons-en au sujet de débat de cette émission 100% foot sur Equinox Télévision. Je posais la question, qu'est-ce qui se passe véritablement à Olembe? Qu'est-ce qui se passe entre le MINSEP et McGill? Il y a eu cette guerre par communiqué interposé, cette guerre épistolaire entre les deux institutions. D'abord, une lettre de dénonciation du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui faisait savoir que McGill avait décidé de prendre la poudre d'escampette, abandonnant le chantier, décision unilatérale de rompre le contrat. C'est ce qu'écrivait Narcisse Moelle-Kombi dans une lettre adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Et il avait souligné dans sa lettre que McGill avait perçu de l'argent, mais n'avait pas travaillé, n'avait pas non seulement achevé les travaux laissés par Piccini, mais même les travaux de la phase 2 concernant la piscine Olympie, les stades de basket, handball, volleyball et bien d'autres infrastructures, les cours de tennis. McGill avait été incapable d'engager ces travaux. Pourtant, écrivait le ministre, McGill avait perçu la somme de 42 milliards de francs CFA. Il y a eu dans la foulée la réplique de McGill qui avait qualifié ces propos du ministre des Sports et de l'Éducation physique d'allégations mensongères. McGill qui disait n'avoir rien perçu, encore moins les sous-traitants qui travaillent avec le constructeur canadien, et que c'est pour cette raison, entre autres, que McGill ne pouvait pas continuer les travaux et avait donc décidé de s'en aller. Le ministre est revenu à la charge pour répondre à la réponse de McGill. Le ministre a reprécisé que 42 milliards ont bel et bien été débloqués pour McGill, et le ministre qui disait que si McGill voulait revenir sur le chantier, il fallait déjà justifier les 42 milliards perçus. McGill était également tenu de reprendre et d'achever les travaux laissés par Piccini. McGill devait reprendre les travaux de l'hôtel 5 étoiles et bien entendu du centre commercial, lancer les travaux de la seconde phase et proposer un délai de remboursement du prêt de 4 milliards de francs CFA qui avait été attribué à McGill. Et donc, on en était là, on croyait que c'était deux institutions qui se regardaient en chien de faïence.
Mais voilà, en fin de semaine dernière, on apprend que les deux ennemis sont devenus de grands amis. Ils se sont retrouvés finalement à Olembe pour évaluer les travaux, voir ce qu'il y avait à faire et voir comment reprendre les travaux. Alors, la première question, je vous la pose. Achille Chungsa, on a donc annoncé, c'est vrai, on va revenir sur toutes ces péripéties, mais on a annoncé la reprise des travaux. Est-ce que les travaux ont repris donc à Olembe? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions à Olembe aujourd'hui et ce que je dois dire, ou bien ce que j'ai observé, ce n'est pas le branle-bas qu'on avait souvent observé sur ce chantier pendant que nous faisions encore des visites, pendant que nous accompagnions encore le ministre faire des visites dans ce chantier à la veille de la CAN. Donc à Olembe, c'était vraiment timide aujourd'hui, c'est, comment je vais dire ça, c'est vraiment au ralenti que nous avons découvert un peu ce qui s'y passait. En réalité, Olembe n'avait pas changé en tant que tel, c'était comme un jour ordinaire. Bon, il faut le dire, nous sommes arrivés là-bas autour de midi 30, mais on nous a dit que les employés de McGill étaient à la pause. Nous avons dit il n'y a pas de problème, on va attendre. C'était le moment pour nous, l'occasion pour nous d'aller vers le bloc administratif pour essayer de voir si on peut rencontrer quelques responsables administratifs de McGill. Mais à l'entrée à la guérite, nous avons été conduits par une dame vigile, très nerveuse, vraiment nerveuse, et puis elle n'a pas... C'est quoi? Elle a reçu les consignes de ne laisser entrer aucun homme de médias? Aucun journaliste ne doit entrer, et elle nous renvoyait ainsi au stade annexe B, où il n'y avait personne. Et elle nous disait que c'est là où tous les journalistes qui sont arrivés le matin ont été orientés pour pouvoir se renseigner. Et donc, nous revenions de là, et puis nous lui avons expliqué, on a tenu, et elle a fait appel à son chef, qui est venu nous faire savoir qu'il était impossible pour nous d'accéder ou bien de rencontrer un responsable de McGill. Donc, nous avons fait des tours. Le seul bruit qu'il y avait à Olembe aujourd'hui, c'était le bruit, n'est-ce pas, de la débroussailleuse. Il y avait un jeune homme qui travaillait justement dans les espaces verts. Bon, quand on dit espaces verts, devenu des espaces, comment on appelait ça, marron, je ne sais pas comment qualifier ça. Pour cause de poussière. Oui, la sécheresse d'ailleurs. Vous sentez qu'on n'a pas entretenu ces espaces verts depuis longtemps. Donc, cette débroussailleuse essayait, n'est-ce pas, de tailler parce que la hauteur des herbes tutoyait déjà la taille des hommes. Donc, c'est à l'extérieur du stade annexe B. Donc, et bon, nous avons quand même rencontré quelques... Vous savez, notre travail est un peu compliqué. Il faut insister, persister. On a quand même rencontré quelques employés parce que pendant que nous faisions des tours, 13 heures approchaient déjà pour la reprise du travail. Donc, quand les employés sont arrivés, quelques employés sont arrivés par vague de 2, 3, 4. Et ils étaient reconnaissables par la chasuble qu'ils portaient, estampillée McGill. Et nous avons quand même essayé d'approcher quelques-uns. Certains n'ont même pas voulu nous parler, en disant qu'ils n'ont même pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais par nos petites techniques, on a réussi quand même à tirer quelques mots. Parce que nous avons appris que bon, voilà, les plannings sont en train d'être faits là-bas au bloc administratif et que eux, ils attendent sur place pour qu'on vienne leur donner la tâche à exécuter. Et que depuis le matin, ils étaient là, ils attendaient. Ils attendaient. Ce n'est pas encore le branle-bas sur le chantier. Et puis un autre nous a dit que voilà, c'est comme ça, ils sont là depuis, ils essaient de tourner en rond. Mais ce qui est curieux, c'est que, étant sur place, j'ai essayé de contacter quelques sous-traitants. Ils sont une trentaine. McGill est sous contrat avec une trentaine de sous-traitants locaux. J'ai essayé de contacter certains pour savoir s'ils sont sur le site. Beaucoup m'ont dit, en tout cas, ils m'ont dit qu'il n'y a aucun sous-traitant là-bas sur le chantier. Et vous comprenez que les sous-traitants, en général, en réalité, c'est ceux qui viennent avec l'effectif pour le travail. Il y a un sous-traitant qui m'a dit que McGill ne peut pas
dit qu'ils vont démarrer les travaux. Parce que, alors que ce n'est pas eux qui ont l'effectif. Ils n'ont même même pas encore géré parce qu'ils ne vont pas d'ailleurs accéder au magasin. Ils vont accéder au magasin comment pour le matériel. Alors, et donc, je n'ai pas fini avec comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Que d'ailleurs, ils sont en train d'attendre parce que depuis, McGill veut relancer le chantier sans les contacter. Eux, qui sont ceux qui sont les hommes de terrain. Les hommes de terrain. Et donc, ils disent que McGill devrait venir vers eux. Et la condition pour qu'ils reprennent le travail avec McGill, c'est que McGill puisse les payer. Payer justement leurs dettes. Parce que il y a un qui m'a dit qu'ils sont endettés, qu'il y en a qui sont parmi eux endettés à un niveau assez élevé. Ils ont même hypothéqué des maisons pour pouvoir prendre des crédits et aller faire la réalisation parce que c'était une belle affaire. Et se faire payer par la suite. On va donc les revenir à vous. sous-traitants sont en train de dire qu'il faut d'abord les payer et ils préparent une sortie. Donc, voilà. On verra bien. Alors, Christophe Noubissi, finalement, la reprise des chantiers, ce n'est pas pour demain. Avec Cyril, c'est une affaire assez triste. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Embé, on a l'impression qu'on peut faire des cauchemars. Parce que c'est une scène qui a trop duré quand même. Ça a trop duré. Et aujourd'hui, les déclarations qu'on fait ci et là ne devraient pas être au premier degré comme poisson content. Parce que j'imaginais un peu mal comment commencer aujourd'hui le 16. Mais je pensais quand même qu'on pouvait remobiliser les troupes. C'est-à-dire que les sous-traitants devaient être contactés et revenir sur le terrain. Et ensemble, les personnes concernées par le chantier, on les remobilise. Alors, si aujourd'hui on ne l'a pas fait, ça pose un problème. Bon, peut-être qu'à petit trop, ils vont y parvenir. Mais déjà, comment en sommes-nous arrivés là? Parce que la vérité, ça fait tirer les cheveux. Vous savez, la guerre des communiqués, des sorties épistolaires, a laissé comprendre aux Camerounais, à ceux qui observent la scène, qu'il y a eu quelque chose quelque part. Quand le ministre est le maître d'ouvrage, je préfère dire ainsi, des gars avoir versé 42 milliards au maître d'œuvre. Et que de l'autre côté, on dit d'avoir rien reçu. Pour après dire qu'on a reçu une partie. Parce que McGill n'a pas été aussi courant. McGill a dit d'abord, en premier lieu, on n'a rien reçu. Et après le discours a évolué. Après, on a évolué. On a eu une partie. En réalité, Christophe, McGill a reçu cet argent. C'est 42 milliards, c'est en 2 temps. D'abord, c'est 21 milliards pour une avance pour le lancement des travaux de finition de la première phase et l'engagement de la deuxième. À savoir, la finition, quand on parle, Piccini avait déjà fait le gros du travail. Il s'agissait donc de finir le travail. On parle de 32 réserves qui avaient été portées sur l'œuvre principale qui est le stade. Les 21 milliards, c'était donc pour terminer et engager justement la phase, n'est-ce pas, la phase 2. La phase 2, oui. Donc, à savoir, au jour d'aujourd'hui, en réalité, on devrait déjà avoir l'hôtel 5 étoiles de 70 chambres et 6 suites terminé. On devrait avoir le centre commercial terminé, les salles de cinéma et autres, toutes les infrastructures qui sont incorporées à l'intérieur du stade. Donc aujourd'hui, on devrait avoir toutes ces infrastructures-là. Malheureusement, McGill n'a pas terminé ces infrastructures et c'était plutôt par contre le moment de continuer avec les autres, à savoir le gymnase de 2000 places avec 2000 places assises, les piscines, les cours de tennis. Mais les 32 réserves relevées, une source m'a quand même dit que c'était des réserves, n'est-ce pas, on peut arriver quelque part. Ils disent que c'est résiduel. Non, attends, oui, c'est résiduel parce qu'on peut trouver un faux plafond qui est placé là, qui n'a pas été bien fait. On a relevé, donc, quelqu'un m'a dit, une source proche, n'est-ce pas, de ce chantier m'a dit que, en réalité, McGill peut avec ses employés, élaguer ces 32 réserves qu'on a relevées dans le stade, parce que dans les locaux du stade. Parce que là, ils n'ont pas véritablement besoin de sous-traitants. Là, apparemment, ils n'ont pas encore besoin de sous-traitants. Alors, Christophe, vous et l'autre 21 milliards, non, attendez, les autres 21 milliards, c'est les 21 milliards que l'État a débloqués pour payer les décomptes. Donc, c'est tout ça qui fait 42 millions. Milliards, excusez-moi. Vous savez, le chiffre est tellement astronomique que le prononcer parfois n'est pas facile. Donc, ça fait 42 milliards. Et Franck Matière, vendredi dernier, l'a relevé même dans sa réaction à l'issue
de cette visite. Justement. Alors, on permet à Christophe de terminer parce que le coach Casimir n'a pas encore pris la parole. Ce qui me semble un peu curieux est que McGill, en réaction à la lettre du ministre, commence à dire on n'a rien reçu. Et il commence à évoquer des situations de paiement de per diem, des véhicules qu'on ne consulterait, pour après dire qu'ils ont eu 21 milliards. Ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce que... Mais comment le Cameroun a fait pour traiter avec quelqu'un qui justement, c'est ça la question. À la vérité, peut-être qu'on fait confiance aux personnes. Mais McGill n'a pas montré engagé terminé. Il y a eu une tentative alors, de vouloir flouer le Cameroun. Et je pense que cela ne devait pas être pris pour une petite chose. Je pense que qu'on soit pour ou contre, ou alors qu'on soit des Camerounais, on devrait être quand même choqué de voir que les médias ouvrent leurs journaux avec des faits divers du Cameroun. J'ai suivi la semaine dernière, tous les médias dans le monde entier ouvraient à partir du Cameroun leurs journaux. C'est dire que ça devait nous faire honte. Et sur une situation comme celle-là, McGill qui nous fait comprendre qu'il y a eu de l'argent de 21 milliards. Commence pas à justifier au moins les 21 milliards. C'est ce que le ministre le demande. Avant, c'est 42 milliards. Dis donc, il commençait par les 21, il a repris. Ils disent que ce n'est pas 42, bon, même les 21 non plus pas. Il faut au moins déjà... Ils doivent arraser 10 milliards. Ils doivent au sous-traitant 3 milliards. Mais quelque part à justifier les 21 milliards, je pense qu'il va falloir monter un peu plus haut. Très bien. Et à mon avis, avec Cyril, pour chuter, à mon avis, McGill, de manière qu'il continue à faire le travail, est-ce que McGill a les moyens de le faire? J'en venais. Non, on va revenir à vous tout à l'heure. Oui, ça va nous guider. Le mot que je veux placer va nous guider parce que je voudrais dire que j'ai la chance peut-être d'avoir vécu la construction de ce stade. D'avoir suivi de bout en bout. Depuis la fondation, depuis le terrassement et autres. Et donc, j'ai vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que McGill, c'est vous-même, vous pouvez avoir McGill, c'est un portefeuille que vous tenez et puis vous appelez des sous-traitants en spécialité, en chaque spécialité pour venir faire des tâches bien précises et pour que le chantier avance. Et qu'en dehors des véhicules qu'on voit estampillés McGill, apparemment McGill n'a même pas une brouette. Donc, c'est pour dire, non. Donc, McGill gagne le marché. En réalité, les sous-traitants, c'est les sous-traitants et McGill nous a bluffé avec le stade d'unification où il s'agissait d'une réhabilitation. Oui. Où on vient mettre la peinture, on peut prendre n'importe quel sous-traitant, il met bien la peinture. Là où il n'y avait plus de peinture. Et là où il faut construire le stade, McGill n'a jamais construit un stade. Bon, ils diront la même chose même pour l'MB, c'est pas eux qui construisent. Non, c'est pas eux qui construisent. Ils poursuivent seulement le travail de Mais maintenant, quand il va falloir construire la piscine olympique, ce sera véritablement eux. Ils vont faire comment? Alors, ils seront obligés d'aller donc chercher des sous-traitants. Alors, coach, sur cette situation, qu'est-ce qui explique qu'on annonce la reprise des travaux et que finalement ça ne reprend pas? Bon, bah, écoutez, j'espère que quand il s'agira des sujets technico-tactiques, bien sûr, parce que là, il en a vraiment 2 quarts d'heure. Oui. Mais je m'en voudrais de ne pas. Vous avez, c'est comme si vous saviez que j'avais appartenu à 6 clubs sur 12 en élite, tout que vous avez cité tout à l'heure. J'ai été émerveillé parce que j'ai entraîné Léopard de Douala, j'ai entraîné Stade de Bertois, Ofta de Kribi, Unisport de Bafan, Racine de Bafoussam. J'ai demandé, mais comment Cyril a-t-il... J'ai été vraiment... Quand vous avez quand même entraîné 6 clubs sur 12 d'une compétition, c'est... Bon. Maintenant, votre question. Non, mais écoutez, je suis de ceux qui ne sont pas étonnés sur ce plateau. C'est-à-dire que le Cameroun est devenu un pays, comment on avait dit ça, inexplicable. Vous avez vu, mon frère Achille était embarrassé parce que lui, il tournait autour de millions. Vous avez comme unité... Le milliard. Non, c'est des complicités qui sont en train de se révéler aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ont fait des choses en sourdine. Maintenant, ils ne se contrôlent plus. C'est inexplicable. C'est une bande de voleurs qui... parce qu'ils savent que le peuple camerounais bientôt va demander les comptes. Et c'est clair qu'il y a eu beaucoup de dessous dans cette histoire. Parce que comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui? On prend une simple image. Quand Achille et autres vont sur le terrain pour avoir les informations, tout ce qui avait été meublé avant, on trouve que c'est du flou, c'est du noir. C'est-à-dire que tout... Non, c'est un pays qui démontre qu'aujourd'hui, très peu de personnes ont pris conscience lorsqu'il s'agit des œuvres publiques, de se mettre avec beaucoup d'honnêteté. Donc, c'est un ensemble d'individus qui se sont appropriés une grosse cagnotte
qui veulent utiliser des superfuges pour embarrasser l'opinion. Voyez-vous, on n'est pas capable sur ce plateau de pouvoir ensemble être d'accord sur un simple petit détail. Qu'est-ce qui coûte cher aux gens de dire, vous avez pris cette somme d'argent, voici le travail qui avait été défini par rapport à cet argent. Mais ils disent qu'ils n'ont pas pris. Mais comment vous pouvez venir dire où sont les preuves? 21 milliards 2 fois. Où sont les preuves que vous n'avez pas pris? Puisque les autres ont les preuves que vous avez pris. Mais vous ne démontrez pas les preuves. Vous avez de la paperasse, là, vous voyez comment tout est... C'est passé donc où? C'est passé où? C'est passé où? Tout à fait. Donc, à mon avis, je crois que c'est un sujet... C'est parce que nos téléspectateurs, ils voudraient avoir l'information, mais la vraie information, c'est que c'est un ensemble de voleurs qui veulent dilapider davantage. Ils veulent effacer les traces, mais les traces, là, ne s'effacent pas. Souvenez-vous, lors d'une des visites, on a eu une conférence de presse avec... Yohan Ropital, qui était le chef de projet McGill, parce qu'il faut le dire, il y a eu beaucoup de chefs de projet qui sont passés par là. Parce que, voyez-vous, pendant que Pichini était là, c'était Marc Deban qui était là, chef de projet. Même si lui-même était parti. Attendez, il a démissionné, il est parti. Il y a eu Sam Tamine qui est arrivé. Après, quand Pichini était prié de quitter les lieux, on a pris Aegis Cameroun qui était, comment les techniciens appellent, les ingénieurs appellent ça, le chef de mission de contrôle. Où il y avait Benoît Fabre. Alors Benoît Fabre, qui était donc le patron d'Aegis, est passé du côté de Pichini comme chef de projet. Mais attendez, imaginez, c'était pour jouer quel jeu? Contrôleur qui va te... Après, maintenant, il a démissionné aussi. On a vu Marc Deban arriver. S'il te plaît, tous ces mécanismes-là, juste une seconde, oui. tu ne peux pas refuser. Tous ces mécanismes flous-là, comment peut-on comprendre tout ça? C'est inexplicable. Vous avez vu mon compatriote ici gêné par rapport à quelqu'un qui était, je ne sais pas quoi, subitement. Mais au départ, quand vous avez la maquette de ce stade, vous savez les gens qui ont gagné le marché. Qu'est-ce qui peut expliquer que on se retrouve avec 15-50 entreprises pour une histoire où... Vous pouvez poser la question, pourquoi a-t-on fait partie Pichini? Pourquoi a-t-on fait partie? D'accord. Mais dans les lettres du ministre, il transpire quelques regrets. Et Al-Siri, je n'avais pas fini de vous dire que nous étions en salle. J'avais posé la question de savoir est-ce que Olembe ne deviendra pas un Fandena bis. Parce qu'il faut dire, en Fandena, c'était 100 hectares de terrain. C'était 100 hectares de terrain. Et aujourd'hui, ce qui a comme infrastructure n'occupe pas 10 hectares. Très bien. Et donc, on va revenir au débat. Si les Camerounais ne se lèvent pas, Olembe, c'est la même chose. On n'aura plus rien. On n'aura rien en dehors de cette. On va revenir à ce débat. Grand stade qui est là. On va revenir à ce débat. Le temps nous aussi d'aller à Olembe. Je l'ai dit, le ministre des Sports et de l'Éducation physique en compagnie de McGill Construction Corporation était donc à Olembe pour donner un nouveau top départ pour le redémarrage des travaux. C'était en fin de semaine dernière. Je vous propose de regarder et beaucoup d'écouter ce reportage. Après la guerre épistolaire, place au travail. Le MINSEP et McGill sont à nouveau sur le chantier du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Nous sommes là aujourd'hui pour réitérer à l'entreprise McGill la volonté du président de la République de faire en sorte que ce projet aboutisse dans son entièreté et l'urgence et la nécessité pour elle de reprendre les travaux dans le cadre du contrat. Parmi ces travaux, il y a ceux de la phase 2, comprenant notamment la piscine olympique, les courts de tennis, les terrains de handball, de volleyball et de basketball. Des travaux que McGill doit rapidement entreprendre. L'on a voulu d'Olembe comme un complexe sportif unique en son genre en Afrique, avec un hôtel, avec un centre commercial, des salles de cinéma et une deuxième composante intégrant une piscine olympique, un gymnase où des sports de main peuvent se pratiquer, le handball, le basketball, le volleyball, où également on puisse trouver des cours de tennis. Mais comme s'il s'agissait d'un dialogue de sourds entre les deux parties, McGill estime qu'elle a besoin de temps et d'explications afin de comprendre grand-chose de ce projet. McGill a hérité de ce projet-là et n'en est pas le concepteur. Nous avons tout simplement demandé
au gouvernement et au ministre des Sports d'avoir des clarifications sur ce qu'ils attendent suivant le cahier des charges qui a été préétabli. On ne doit pas commencer pour casser ou se remettre en attente. Ce projet-là arrivera au bout, c'est l'engagement qui a été pris par l'entreprise et c'est l'engagement qui a été renouvelé entre le gouvernement et McGill, le partenaire de l'État du Cameroun, sur l'accomplissement de ce projet-là. En attendant le redémarrage effectif des travaux, des réunions se succèdent afin de clarifier d'autres malentendus. Ça fait 1 an qu'après cette magnifique CAN, chaque chose a pris des dossiers différents, des priorités différentes, sur différentes réunions pour pouvoir résoudre différents problèmes qui ne sont pas des points majeurs et bloquants. Les questions d'argent ont été la principale pomme de discorde entre McGill et l'État du Cameroun. L'entreprise canadienne accusant les pouvoirs publics d'avoir failli à leurs obligations financières. Faux, rétorque le MINSEP. Narcisse Moelle Kombi martèle que l'État du Cameroun a de tout temps été bon payeur. Le gouvernement du Cameroun est un gouvernement responsable. L'État camerounais est un État sérieux qui honore ses engagements. Et dans le cadre du contrat, les engagements du Cameroun sont honorés et seront toujours honorés. Dans ces conditions, peut-on vraiment dire que le ciel est désormais sans nuages entre le MINSEP et McGill? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Voilà, coach Kazimi Mangue, c'est vous qui aviez la parole. Hein. On a écouté le vice-président des opérations internationales de McGill, Franck Mathieu. Lorsque le ministre dit qu'il faut relancer les travaux, déjà achever la phase 1, et surtout lancer les travaux la phase 2. On sait que la phase 2, c'est la piscine olympique, c'est le gymnase, les cours de tennis, les terrains de handbasket. Il dit qu'il a besoin de temps. Il faut que le ministère lui explique bien ce que le ministère veut. Parce que lui, il semble ne pas comprendre grand-chose. Comme s'il n'était pas concerné. Il donne l'impression d'être nouveau dans le projet. Il demande ce que lui... Puisque lorsque vous venez d'arriver, vous ne savez... Mais vous regardez même la posture, regardez la gestuelle de ce monsieur. Il se reproche beaucoup de choses. Je parlais de la gestuelle. Vous voyez, quand vous ne vous reprochez rien, vous êtes serein, vous êtes posé, vous ne vous agitez pas. Mais regardez la gestuelle de ce monsieur. Il se reproche beaucoup de choses. J'ai dit, on peut attraper un individu rien qu'à travers sa gestuelle. Et puis vous faites bien de poser la question. Quand vous le suivez, il semble démontrer qu'il est nouveau dans ce projet. Il ne comprend rien. Il va falloir qu'on lui réexplique. Mais après... Ça fait 2 ans qu'il est là. Ça fait... Il a oublié de dire combien de temps il est dans ce projet pour tout ignorer curieusement. Moi, je trouve ça incohérent. Je trouve ça incohérent. Même le ministre semble être très embarrassé. Lui-même semble ne plus maîtriser. Vous savez, personne ne maîtrise rien finalement. Non, finalement, personne. Maintenant, chacun dégage un aveu d'impuissance, veut laisser le tort. Alors, non, je crois que c'est du ridicule à la limite. On n'avait pas besoin de ce genre de théâtre. Il est question tout simplement de dire que c'est un projet qui a échoué et il va falloir tout simplement que les gens rendent compte. Alors, Christophe, mais c'est normal, non? Si McGill ne comprend pas, c'est normal de demander des explications. Mais à quel moment? C'est quand même curieux. Comme McGill ait fait 2 ans sans rien comprendre, mais c'est même McGill qui dit... Mais si vous lui demandez de faire le travail sans dire exactement ce dont vous avez besoin. C'est que M. Bactier dit est quand même curieux. Non, attends, il dit il faut que le ministère nous dise qu'est-ce qu'ils attendent de nous réellement. Excuse-moi, ça veut dire que McGill est convaincu que les travaux sont terminés à son niveau. Et quand vous arrivez sur le chantier, vous constatez que les travaux sont terminés. Le contrat, posez la question au ministère. Vous avez suffisamment expliqué à McGill ce que vous attendez. Le contrat n'est pas muet. Le contrat, ça définit très bien ce qu'il y a à faire. Il y a des charges. Oui, il y a eu des décharges. Des charges par rapport aux différents lots. Donc, comme M. Franck-Mathieu ne sait pas. Ce qui est sûr est que... Pourquoi McGill attendait seulement la réaction du ministre? Sortir. Pourquoi n'avait-il pas fait cette sortie pour revendiquer depuis que son argent depuis avant son argent, pourquoi ces travaux? Non, ils sont partis. Ils sont partis, il fallait revendiquer. Ils ont attendu l'argent, ils n'ont pas trouvé, ils sont partis. Ils sont partis. Il a voulu faire du chantage aux Camerounais en disant que bon voilà, je résilie. Juste pour faire du chantage, pour qu'on court rapidement, dit pourquoi il revient donc? Bon, justement, c'est ma question. On a parlé de cette guerre épistolaire pendant 1 semaine, voire 2. Il n'y en avait que pour McGill et le MINSEP.
deux ennemis, de redevenus grands ennemis. Comment vous expliquez ça? On les voit main dans la main sur le chantier. Non, les amis, non. Le ministre est dans son rôle. Dans son rôle. Ils sont en train d'embrouiller le peuple alors. Et quand vous regardez le correspondant du ministre, la dernière adressée à matière directement, Achille, il pose des conditions. Vous dites que le ministre est dans son rôle. Donc ils sont dans un cinéma où chaque acteur joue simplement son rôle dans la pièce de théâtre. Des conditions à matière pour revenir sur le chantier. Et c'est donc, même au cours des réunions à la présidence, des réunions qui sont multipliées la semaine dernière à la présidence, il était question que Franck Matière puisse, n'est-ce pas, on lui a posé ces conditions. Vous comprenez un peu? À savoir déjà justifier l'utilisation. J'ai donné les conditions tout à l'heure, on peut les relire. Oui. 1. Justifier les 42 milliards. Voilà. Il y a d'autres choses. 2. Reprendre et achever la levée des réserves. On a parlé de 32 réserves. Dans le stade principal. Reprendre et achever les travaux de l'hôtel 5 étoiles de 70 chambres. Les travaux de réalisation de la phase 2, il faudra les lancer en 5. Proposer un délai de remboursement du prêt-relais de 4. Ça, ce sont des éléments nouveaux dans le projet de construction? Mais non, mais c'est des choses qui existent. C'est comme un cahier de charge. Voici donc ma question. Non, je rappelais ça. Le ministre dit voici les conditions pour reprendre le chantier. Oui. Vous étiez sur le chantier, vous avez vu qu'ils se battent pour reprendre, même si ce n'est pas encore la vitesse de croisière. Oui. Est-ce qu'ils ont satisfait à ces 5 conditions? Satisfait à ces 5 conditions. Pourquoi on leur laisse accès au chantier alors qu'ils n'ont pas... Non, satisfait à ces conditions, c'est déjà aller justement lever les réserves qui avaient été... les 32 réserves là. Les 32 réserves là, aller résoudre ces problèmes-là. Non, la première condition, c'est d'abord justifier les 42 milliards. Ils l'ont fait. C'est là où Mathieu dit qu'on aura des questions. Des réunions vont se multiplier pour clarifier la situation. Ça, c'est d'un. Et de deux, Matière il doit terminer. Encore qu'on ne leur a pas donné un délai pour justifier ça. Voilà. Justement, ils peuvent le faire dans 5 ans. Ils peuvent le faire dans 5 ans. Écoutez, il doit terminer déjà l'hôtel de 70 chambres. La première phase. 6 suites. C'est 70 chambres et 6 suites. Cet hôtel-là. Et donc, il doit terminer ça. Le centre commercial. Les salles de cinéma qui sont incrustées dans ce stade. Et là, il va falloir engager maintenant les travaux. Ce sont les nouveaux éléments dans son cahier de charges. Rien. Non. Non, ça c'est... c'est pour dire... Attends, je voudrais dire que je manque... Christophe. Parce que la lettre du ministre est suffisamment, il y a des thèmes là-dedans. Oui, bien sûr. Le ministre a dit, bon, vous avez décidé de rompre unilatéralement le contrat. Dans sa lettre, il dit, vous avez 8 jours pour nous faire parvenir une lettre pour dire que vous allez travailler, vous n'allez plus rompre le contrat. Est-ce qu'on est dans ce délai de 8 jours? Ils l'ont fait vendredi passé. Quand la descente sur le terrain vaut... Non, c'était au thème des réunions. Ils ont moins déclaré. Et ils sont donc sur le site. Est-ce qu'ils ont rempli les 5 conditions? Ils ne feront pas une sorte de trait. Ce qui est sûr, retour sur le site, ils engagent les 32 réserves là. Et payer les sous-traitants. Payer les sous-traitants et puis continuer. Payer les sous-traitants locaux. Absolument. Parce que la grosse difficulté, c'est la revendication des sous-traitants. C'est comme ça. Ce sont les sous-traitants qui seront le vrai blocus. Qui travaillent. Puisque c'est vrai qui maîtrisent l'architecture. Oui, bien sûr. Parce que s'ils réalisent l'exploit malheureux de ne pas en finir d'abord avec les sous-traitants. Ils n'en sortent pas. Ils n'en sortiront pas. Ça sera non, personne de vous ne répond à ma question. Laquelle question? McGill est sur le terrain, ça c'est un fait. Mais être sur le terrain... Est-ce que McGill a répondu à ces 5 conditions? Puisque c'est la condition pour reprendre. Non, il est allé. Comment il se retrouve là alors qu'il n'a pas rempli ces 5 conditions? On ne peut pas lui interdire d'être sur le terrain. Déjà, sans avoir rempli les conditions. Les 32 points seront faits où? Seront où? Sur le stade, non? Il doit aller s'enquérir sur le terrain des exigences qu'on lui impose. Il doit d'abord y être. Maintenant, vous semblez, vous l'avez d'ailleurs appelé là, il aura indiqué que un peu comme on le dit de façon triviale, que l'autre là, moi je ne connais pas. Oui, il a demandé plus d'explications pour comprendre. Ce qui est quand même curieux. Non, parce qu'on a vu des documents. Le cahier de charges, plus à plein de reprises. Il y a des documents où on a à mettre des reprises. Et de tous ces acteurs, le seul qui ne semble pas avoir de documents en main quand il parle, c'est lui.
Mais ça veut dire qu'il maîtrise son sujet. C'est vous qui avez besoin de... La parole ne peut pas être... Il tourne en bourrique. Vous pouvez construire toute une nation avec une parole. À un moment donné, il va disparaître. À un moment donné, ça, il faut... bon? Très bien. À plusieurs reprises, il a abandonné le chantier. Il a habitué à ça. C'est Robitaille qui tentait de... C'est un coutumier des faits. Oui, c'est Robitaille qui tentait de donner des explications le jour où je demandais si, après la CAN, on est sûr que ce chantier va continuer. Robitaille était Yohan Robitaille, tout à fait. le chef de projet qui est venu remplacer tous les autres qui sont succédés et qui sont passés dans un camp comme dans l'autre. Oui, donc Yohan Robitaille tentait de rassurer que le chantier allait continuer, mais malheureusement, un an après la CAN, aucun coup de pioche à Olympie. Tout est au point mort. Alors on sort de cette question. Hein. Comment donc, comment faire pour qu'un jour ce chantier soit livré? Achille Chounsa. Plus de McGill, visiblement tous les trois sur le plateau, vous doutez des capacités de McGill à livrer ce chantier. Qu'est-ce qu'on fait donc? McGill donne toutes les possibilités de douter de ses capacités. Bon, on prend donc un troisième. Si ça avait été, il y a eu Piccini. Si ça avait été ça n'a pas marché avec Piccini. Écoutez-moi bien. McGill, ça ne marche pas. Il faut un troisième alors. Non, attendez, le ministre il faut lancer un nouvel appel. Oui, à parler, n'est-ce pas, sortir de l'argent encore? Oui, sortir de l'argent. Alors qu'on est déjà à près de 250 millions. Pour ne pas tout perdre. Il faut mieux le faire. Il faut pour ne pas tout perdre. Là où nous sommes actuellement, que nous fasse. Parce que si on s'arrête à ce niveau, on aura tout perdu. C'est le gâchis. Il vaut mieux faire encore un appel d'offres et conditionner les gens qui vont arriver. Celui qui va gagner l'appel, remporter l'appel d'offres, il va prendre sa part. Après 2 ans de travaux, ça ne marche pas. On le renvoie, on prend un quatrième. Non. Franck Mathieu, en même temps, nous sommes nous dire que pendant qu'il effectuait les travaux, il s'est rendu compte que d'autres d'autres tâches, d'autres charges qui n'étaient pas contenues dans son contrat se sont ajoutées. C'est ce qu'il disait dans oui, mais pourquoi on lui demande de faire ce qui n'était pas dans le contrat? Honnêtement, je vous l'ai dit tantôt, McGill n'est pas une entreprise de grands travaux comme Olembe là. On a accroché le sac ça, là où c'est ça clair. ne peut pas arriver. Et donc, moi je crois que dans une des lettres du ministre, mais est-ce qu'on ne savait pas ça quand on est allé contracter avec McGill? Je dis que on ne savait pas que ce n'était pas une entreprise de grand Ceux qui ont amené McGill sont venus éblouir les gens avec le stade de ramification où il allait faire des travaux de réhabilitation. Mais bien sûr, si vous affichez vos faiblesses devant votre vis-à-vis, mais il en profite, non? Il en profite, d'accord, mais il faut trouver des solutions. Oui, justement. Mais il faut trouver des solutions. C'est pas maladroit d'indiquer que c'est à dessein que cela l'ont fait, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient derrière. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas prendre un maçon qui a tordu le mur d'un de vos voisins. Si déjà même le stade de la réunification, vous avez vu combien de temps ça a pris et il y avait aussi des soucis avant qu'on arrive. Ils ont réussi quand même. Oui, mais pas non, de toute façon, rien n'a jamais réussi. Il y a toujours... Alors, je rappelle que de toutes ces infrastructures, en tout cas, toutes les infrastructures nouvelles, aucune n'a été réceptionnée jusqu'à présent. Parce que même à Gawa... Attendez, parce que même à Gawa... L'hôtel est encore... C'est même grave à Gawa. Non, on est une autre entreprise a pris la charge de faire des non, c'est pour indiquer que tous ceux qui ont proposé comment vais-je les appeler, les réalisateurs de ces œuvres, les maîtres d'ouvrage, un élément nouveau qui apparaît. Sur un coup de dé, on a chassé Piccini pour une affaire de 28 milliards. Oui, mais on s'est retrouvé à plus de 28 milliards de... Oui, mais Achille, on va avancer. Cette affaire de 28 milliards, il y a encore à boire. Mais ça aussi, beaucoup de choses. Ça aussi, en train de revenir à la charge. C'était aussi valable aussi. Parce que Piccini est en train de revenir à la charge. Là, c'était pas, pour moi, c'était pas des choses indiquées. On a mis ça au programme juste pour faire l'urgence et pas l'argent. C'était bien en accord. C'était face à l'urgence. C'était l'urgence. Avec les autorités. Pourquoi l'urgence? Oui, c'était l'urgence. Il y avait un timing pourtant. Qui n'a pas été respecté. Alors, très bien. On espère que vous avez dit qu'il faut relancer un nouvel appel d'offres. Prendre un troisième constructeur. Après Piccini, après McGill. Et si ça ne marche pas avec ce troisième, on prendra certainement un quatrième. Très bien. On vous a suivi. En attendant que le nouvel appel d'offres soit lancé, le ministre l'avait déjà précisé qu'il faut achever ces travaux avec les fonds publics et un contrôleur qui maîtrise bien le sujet. En attendant, on rappelle que les Lions A' ont remporté leur premier match du CHAN
victoire face au Congo, 1-0. Le match s'est achevé. Le Cameroun a donc remporté ce match 1-0 et le Cameroun qui est en tête du groupe E avec 3 points. Les deux autres formations de ce groupe, puisque c'est un groupe à 3, hein. Le Niger qui n'a pas joué à 0 points, le Congo battu par le Cameroun à 0 points. Alors, coach, je commence par vous. Première réaction après cette victoire du Cameroun? Réaction mitigée, parce qu'on a vu une équipe congolaise qui nous a donné beaucoup d'opportunités pour faire une grosse différence. Un score large aurait mis les Camerounais en sécurité, parce que nous sommes premiers, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a encore... il y a un dernier match contre le Niger. Il y a un dernier match contre le Niger qui risquerait de mettre les bouchées doubles. Et je pense qu'on a vu une équipe camerounaise qui a réalisé l'espoir de bien maîtriser le ballon, mais qui a gâché beaucoup de situations de but. On n'était pas loin de faire un score de 3-0 ou bien de 4-2. Donc, et c'est ça, c'est le seul regret que j'ai, qu'on n'ait pas été efficace dans cette zone où on a eu des opportunités. Vous avez eu une situation où il y a eu un décalage sur le côté de Ngom et tout de suite on se retrouve avec deux garçons à 1 mètre du poteau qui tergiversent et qui ne mettent pas le ballon au fond. Donc il y a eu 3-4 situations comme ça où nos garçons ont manqué de lucidité, de timing pour faire la différence. C'est des occasions qu'il ne faut pas louper pour faire mal au prochain adversaire sans l'avoir joué. Parce que si le score était de 3-0, je crois que les prochains adversaires allaient faire très attention. Mais là, on peut se réjouir parce que c'est l'ouverture, c'est un premier match et tous les premiers matchs en compétition. Il n'y en aura que 2 dans ce groupe. Hein. Ils sont souvent très difficiles. Maintenant, ils sont en pole position parce que déjà avec 3 points, il leur suffira d'un nul pour être peut-être à l'abri. Mais attention. Pas forcément. Hein. Pas forcément. Pas forcément, parce que le Niger... Oui, bien entendu, parce que même au niveau du goal average est différent. Imaginez si nous sommes à égalité avec celui que nous avons gagné aujourd'hui, nous allons passer parce qu'on les a gagnés, parce qu'eux aussi, il leur reste un match contre ce même Niger, voyez-vous. Tout à fait. Donc, moi je pense que avec 4 points, on a quand même déjà beaucoup 4 de points quand même, ce serait assez terrible que le Cameroun ne passe pas. Voilà. Non, attendez, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, sachez que nous sommes dans une poule piège, une poule à 3 et on ne prend qu'un seul qui est qualifié. Bien entendu. C'est un seul qui va se qualifier. Un seul, juste le premier. Alors, et donc, là où nous sommes, l'avantage que le Cameroun a, coach, c'est peut-être le fait que le Cameroun va jouer son dernier match contre le Niger, ayant déjà vu le deuxième match de Niger-Congo. Pas seulement là, l'avantage que nous ayons déjà 3 points, et les autres ont 0 points, c'est un avantage à ne pas négliger. Maintenant, le prochain adversaire, il faudra simplement bien le négocier parce que c'est un match à ne pas perdre. On peut ne pas gagner ce match. Si le Niger bat le Congo peut-être 2-0, on aura chaud. Oui, bien entendu. Bien entendu. On aura chaud, il faudra battre. Ce qui est sûr, c'est que le prochain match du Cameroun sera la finale de ce groupe. Je crois que le plus important, c'était déjà de gagner ce premier match. Parce qu'en toute compétition, lorsque vous gagnez le premier match, déjà vous avez un ascendant psychologique. Vous avez un ascendant psychologique. Alors, Achille Chunta, on a bien vu la performance de Ngom, Ngom Bekele, et justifie son statut de mondialiste. Il est d'ailleurs élu homme de ce match. Oui, évidemment. Je crois que je l'ai dit, Jérôme Ngom a justifié son statut de mondialiste par ce but, parce que même avant ça, on a vu tout le travail qu'il a fait sur le côté droit là-bas et comment il s'est mis au service de l'équipe, même si, il faut le dire, c'est une victoire un peu poussive parce qu'on a vu quelques approximations au niveau, n'est-ce pas, de l'élaboration du jeu, surtout dans le coach et là, on regardait ensemble, dans les 30 derniers mètres, c'était vraiment pas trop de précision. Il y a eu manqué de précision. Et n'oublions pas aussi qu'on a remarqué une certaine fébrilité défensive au niveau de notre charnière. Oui, ça manque beaucoup de rigueur. Et il a manqué beaucoup de... Vous avez vu, le Congo est passé à côté. Hein. C'est le Congo qui ouvrait le score depuis longtemps. Si eux-mêmes, ils avaient été un peu plus lucides. Donc moi, je crois que là où on est, il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on commence à se gargariser, qu'on a gagné, qu'on a battu le Congo. Non. On ne va pas non plus cracher sur cette victoire. On ne va pas cracher sur cette victoire, mais il faut lever encore le niveau. Et puis être un peu plus là, précis. Au moins, je suis d'accord parce que l'essentiel de ce match aussi, c'était d'abord de le gagner. Je suis d'accord, coach. Il fallait le gagner, d'accord. Voilà. Mais je dis, le seul avantage, c'est que comme on est dans un tournoi triangulaire dans notre poule, la chance, c'est que le Congo va affronter le Niger avant que lundi prochain, nous rencontrons ce Niger. Et si entre-temps le Niger a battu le Congo, ça devient compliqué. Ça sera plus compliqué. Parce que le Niger viendra pour chercher à nous damer le pion.
Et là, ce sera la finale de ce finale groupe. du groupe. Donc, il faut bien que l'on apprenne à être rigoureux dans notre manière de faire. Et je crois qu'il me semble que l'enjeu a peut-être pris le pas sur le jeu, dans la tête, dans la psychologie des joueurs. Parce qu'on ne peut pas concevoir que nos joueurs soient aussi fébriles. Les joueurs que nous connaissons bien, qui font... Tous ces gars sont des gars que nous regardons jouer tous les jours au championnat. On ne comprend pas comment est-ce que des joueurs de ce niveau parviennent à rater des buts, ou bien que défensivement, nos gars n'arrivent pas à se comprendre. Le gardien et le défenseur central n'arrivent pas à se parler. La communication manque. Donc, il me semble que psychologiquement, les gars avaient un peu trop de pression. Il va falloir justement que les gars se relâchent un tout petit peu. Et tout ça, c'est... Le coach est là, il le connaît peut-être, il le sait mieux que moi. C'est le discours. Je crois que j'ai vu cette équipe camerounaise au niveau de la possession de balles au-dessus de l'équipe congolaise. C'est vrai. Mais comment l'aspect qui a prédominé dans l'inefficacité offensive des joueurs camerounais aujourd'hui, c'est l'aspect mental. C'est-à-dire qu'il y a eu de la précipitation. Et je pense que si ces garçons avaient été un peu plus posés dans cette surface, ils auraient fait très mal au Congo. Mais il faut aussi dire que cette équipe congolaise n'a pas été ridicule. Pas du tout. Pas du tout. Généralement, dans ce genre de compétition, les premiers matchs sont toujours très difficiles. Parce que vous ne connaissez pas l'adversaire, vous venez, vous cherchez. Mais ce que le Cameroun a fait de mieux, c'est d'avoir réussi à garder au niveau de la possession le dessus par rapport au Congolais. Et tu faisais bien de le rappeler. Sur le plan défensif, quand vous regardez le gardien qui a le plus été sollicité, c'est le gardien congolais. Oui. C'est le gardien congolais qui a le plus été sollicité. C'est dit que le Congo a subi. Le Congo a subi. Il n'a manqué que cette efficacité. Et l'efficacité, c'est quoi? C'est cette capacité à surpasser ce que vous avez rappelé tout à l'heure, l'enjeu. Alors, vous parliez de Ngom. Oui, on va revenir à Ngom. Je voulais justement dire que Ngom marque ce but comment? Regardez, le ballon est en train de venir sur un coéquipier, mais Ngom surgit de derrière, il se lance dans une extension. Mais si lui-même n'est pas là à ce moment, il y a faute tactique parce qu'en réalité... Mais ça, c'est bien quand il réussit. Oui. Parce qu'il ne marque pas, on va dire que le ballon était pour le coéquipier. Ce geste-là... Je veux dire, s'il laissait à ce coéquipier, c'est pas sûr. Ce geste-là, c'est à mettre dans les académies. Parce que Ngom, c'est un attaquant. Quand ça joue côté opposé, c'est dans cette zone qu'il doit être. S'il avait été absent là, il n'aurait aucune raison. Absolument. Alors, Christophe, Achille disait tout à l'heure, il faut monter en puissance les prochaines rencontres. Mais on ne crache pas. En compétition, finalement, ce qu'on retient, c'est la victoire. Oui, c'est vrai que ce qui est important, c'est que l'essentiel est fait. Vous faites le beau jeu, si l'adversaire gagne, c'est ce qu'on va retenir. À la vérité, l'essentiel est fait parce que c'est un championnat. Il va falloir miser sur les 3 points. Je crois que le Cameroun a montré un bon visage, tout au moins. L'animation, la percussion. Pour moi, j'ai trouvé une équipe qui était dans l'animation. Mais seulement, on a risqué de ne pas concrétiser. Et c'est le problème, parce qu'on joue pour gagner. Si on joue, on anime le jeu, si on est percutant, si on est sans concrétiser, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir inscrit le but. Sinon, on aurait eu l'image du Qatar. C'est-à-dire un premier match contre la Suisse, par exemple, qu'on a raté comme ça, qu'on aurait pu gagner pour avancer. Aujourd'hui, on a gagné le match, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que l'entraîneur et ses joueurs, aujourd'hui, doivent jouer plus déconcertés. Et comme le coach a dit, et plus posés. J'ai eu l'impression qu'ils étaient très pressés. Ils voulaient vite faire et bien faire. Malheureusement, ça n'est pas... Donc, confondu vitesse et précipitation. Donc, surtout que les deux ne vont pas ensemble. Voilà, il faut dissocier les deux. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'au prochain match, que les joueurs soient plus posés. Ils feront mieux. Parce que, à la vérité, ce qui m'a intéressé, c'est que dans les 11 entrées aujourd'hui, il y a au moins 4 cas de coton, environ 4 de coton. Ça veut dire que les gars qui jouent ensemble constamment. Bon, il est dans la cuvette. Et le match contre les anciens, avant le Qatar ici, on a joué un match Lyon A contre Lyon A. Ça aussi beaucoup contribué, parce qu'à la vérité, ils ont eu la chance d'évoluer au moins ensemble il n'y a pas très longtemps. Par conséquent, ça a contribué à ce que le bloc soit bien mis en place. Je pense qu'il va falloir seulement que la prochaine rencontre soit davantage plus posée, mais, comme a dit Achille, ça dépendra maintenant de l'issue du match Congo-Niger. Si ce match est un match nul, par exemple, le Cameroun ira aisément.
Si c'est une victoire de l'un ou de l'autre, ça il te donne la pression au Cameroun. Dans tous les cas, il faut jouer. Non, mais si c'est une victoire, si c'est un match nul même là-bas, c'est grave. Hein? Parce que le Niger viendra pour gagner le Cameroun et passer à 4 points. Donc du coup, il va falloir jouer posé, être plus vigilant qu'aujourd'hui, parce que il faut qu'on se rassure. Il faut qu'on se rassure que les 6 points doivent être engagés. Très bien. Alors, je ne vais pas poser cette question au coach parce que les coachs, généralement, ils n'aiment pas... Ils sont solidaires. Oui, ils sont solidaires. Ils n'aiment pas souvent parler des choix de leurs collègues. Non, mais le Casimir, non, ils ne parlent pas dans des choix. Alors, je vous pose la question sur le 11 entrant. Hein, comment vous l'avez trouvé, le 11 aligné par Alioum Seydou. Dans les buts, Marcelin Mabi de Gazelle du Nord. Babi, c'est bien cela. Oui, il est jeune. Hein? Voilà. Jérôme Gombekeli, on l'a vu, de Colombe, DJ Lobom. Yves Alain Do. Lui, il évolue dans le canon de Yaoundé. C'est d'ailleurs le capitaine de cette formation des Lions A'. Thomas Bawak de PW10 de Bamenda. Junior Malone et Che Malone de Coton Sport de Garoua. Il y avait également Arthur Avom, bien entendu, de Fauve Azur de Yaoundé. Junior Kemajou de Bamboutos de Bouddha. Jawal Kalba, Coton Sport de Garoua. Il y avait également Ramsès Cabrel d'Onfac, Coton Sport de Garoua, Saïdo Ibrahim de Fauve Azur et enfin lui, Njomemba de Edding Sport de la Lekki. Voilà le 11 de départ aligné par Alioum Seydou. Meilleur 11, il n'y avait pas mieux? Je me prononcer directement par rapport à ce 11 entrants serait un peu risqué. Parce que, vous savez, nous avons suivi la préparation de cette équipe ici, mais la dernière phase, nous n'avons pas suivi. La phase où ils sont allés en Tunisie, oui. 2 nuls, 1 victoire. La dernière ligne droite s'est passée à Tunis. Nous ne connaissons pas quel est l'état actuel de l'équipe. Nous ne sommes pas là-bas sur place parce que si nous étions en Algérie en ce moment, on pouvait, n'est-ce pas, penser que, ou bien se prononcer un peu sur le meilleur. Mais toujours est-il que un entraîneur ou bien un staff technique essaye toujours de mettre la meilleure équipe qui le meilleur 11 possible. Oui, qui puisse lui ramener la victoire. Mais maintenant, dans ce staff, ce qu'il y a lieu de dire, parce que c'est ça le problème, le débat là dehors, c'est de savoir, ils ont déjà entraîné où? Ou bien est-ce qu'ils ont déjà fait au Cameroun? Mais il vient de gagner, non? Attendez, je vais vous dire. Mais un entraîneur a gagné un match, vous demandez où il Non, c'est le débat qu'il y avait là dehors. Écoutez-moi bien. C'est le débat. Et j'étais en train de dire qu'en réalité, Seydou avait l'occasion de ce premier match pour démontrer quelle était déjà sa personnalité, sa qualité, sa compétence. Il vient de le faire. Moi, je pense que il faut encore observer et pouvoir juger. Et moi, je pense qu'un entraîneur aligne toujours une équipe qui va lui apporter des résultats. Aucun entraîneur ne peut aligner, n'est-ce pas, un joueur par complaisance à ce niveau de la compétition. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, Christophe, sur ce 11, hein? Oui, je pense quand même que lorsqu'à ligne offensive, j'observe Ramsès, Donfak, Ngom, Kemajou, est-ce qu'il y avait mieux? Je ne pense pas. Attends, parmi les 25, parmi les 25 qui sont en Algérie, je ne pense pas. L'entraîneur, tout au moins au plus offensif, a choisi les meilleurs. Etabawak, c'est un vieux-la-vieille. Il a eu à faire quand même des chans. Et sur le plan local, en championnat, lui aussi, il n'est pas. Il s'impose. Il s'impose. Je crois que, d'une manière globale, le coach n'a pas risqué. Il a pris ceux qu'il trouve constants en championnat et ceux qui ont de la voix dans leur équipe. J'aime beaucoup le gardien du but là. Le Gazelle. Le Gazelle, ouais. Oui, il a 19 ans ou 23 ans, c'est le plus jeune. Il est parti de la Ligue 2 avec Gazelle, en Ligue 1. Mais le Gazelle même, c'est déjà une curiosité. Parce que parti de la D2 régionale du Nord pour l'élite tour et la même saison et les Noirs. Et maintenant, aussi, le club lui-même, c'est une curiosité. Je crois qu'à ce niveau, le coach a eu raison de le prendre. Parce que là, je confirme, parce que à voir ce qu'il fait. C'est même lui qui a joué le match contre la Jamaïque ici à Yaoundé. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a une progression. Le coach a choisi les éléments qui semblaient être les mieux positionnés pour le match. Et il a gagné. Je crois que c'est un choix gagnant. Alors, coach Kazimi, il a gagné, comme il le dit. Et lorsqu'on a gagné, bon, on se dit qu'on avait donc fait les bons choix. Si on avait perdu, on aurait dit que c'était les mauvais choix. Sauf que c'est le moment de se poser de très bonnes questions. Ça, on ne vous le dira pas, mais l'entraîneur sait que c'est le moment le plus difficile. C'est garder cette trajectoire qui est souvent le plus difficile.
Et moi, je suis plutôt très embarrassé que lorsqu'on fait des castings, on oublie la vraie vertu. Vous ne pouvez pas avoir le meilleur buteur d'un championnat et vous n'avez pas ses meilleurs buteurs. Et c'est ça qui a manqué à cette équipe sur le plan offensif. Il est au Cameroun encore? Je pense qu'il n'est pas encore parti parce que les vols ne... Parce que le meilleur joueur du championnat est parti. Je dis le meilleur buteur. Oui, mais je vous comprends. Voilà. C'est pour ça que je demande si lui est au Cameroun. Moi, je crois que c'est tout ce qui m'a embarrassé. Et enfin, je parlerai plutôt des performances de chaque compartiment de jeu. Ma grosse satisfaction aujourd'hui, c'est le gardien de but qui a sauvé 1-2 fois les Lions parce qu'il a fait une claquette qui a... le Congo marque ce but-là, on devient... Parce que j'ai senti les Camerounais un peu faiblis sur le plan mental, il manquait d'agressivité dans le jeu. Et notre secteur défensif, il y a eu un peu de suffisance qui semblait être un relâchement. Quand vous voyez, vous avez quand même les gars comme Bawa qui prennent beaucoup de risques. Là, il faut jouer à la première intention. Là, il faut mettre une profondeur dans le dos. Parce qu'on a une fixation. Vous ne pouvez pas avoir un attaquant qui est spécialiste dans la fixation. Vous avez envie de faire des attaques placées. Il attend ses profondeurs pour que la deuxième ligne assurée par les Ngom, les Avom viennent chipper ces ballons parce que techniquement Avom, vraiment, je crois que c'est une future star du football camerounais. C'est un garçon, non seulement sur le plan technique, il est très au-dessus, mais son volume d'activité aussi est intéressant. Donc le milieu du terrain a trop de déséquilibre parce qu'il n'y avait pas cette capacité de pouvoir alterner les situations d'attaque et de défense. Vous avez vu au niveau des transitions, on a eu comme l'impression que c'était stéréotypé. C'était la même façon de faire partie de derrière pour le devant. Il va falloir qu'il y ait... Mais là, est-ce que, justement, puisque vous avez la parole, est-ce qu'à ce niveau-là, c'est encore le coach ou c'est les joueurs? Parce qu'on a vu des joueurs, lorsqu'ils sont sur l'air de jeu, ils prennent leurs responsabilités. Bien entendu, parfois, ils font des choses on n'a pas toujours l'impression que c'est ce que le coach avait demandé. Au départ, il y a 1 ou 2 projets de jeu. Mais en fonction des situations qui se présentent, monsieur l'entraîneur est ajuste. Si vous avez voulu faire des attaques placées, vous vous rendez compte que le bloc équipe adverse est trop bas et il est vraiment hermétique. Qu'est-ce que vous faites? Vous proposez des décalages sur les côtés ou alors vous provoquez des dribbles qui vont susciter des coups francs sur les balles arrêtées. Je n'ai pas vu les Camerounais bien s'organiser sur les balles arrêtées. Donc je disais, au niveau du milieu de terrain, il y avait un gros déséquilibre parce qu'il était difficile de voir comment notre milieu de terrain pouvait... comment je vais dire, accepter que la transition soit rapide. Je n'ai pas vu en dehors d'un Ngom qui a mis les défenseurs congolais en situation de défense poursuite. Parce que les défenseurs congolais étaient toujours en situation de défense de barrage. Non, nous avons de la qualité sur le côté. Il va falloir qu'on mette du rythme en retrouvant. Vous ne pouvez pas avoir un garçon comme Ngom, vous ne le mettez pas en situation régulière. Parce que c'est notre arme. D'ailleurs, c'est lui, j'ai vu sur votre synthé là, une indication là-bas, c'est véritablement, vous ne pouvez pas avoir une arme comme ça, mais vous n'alimentez pas cette arme. Tout à fait. Vous avez vu que Ngom n'a pas été utilisé comme on s'y attendait. Donc je pense qu'il va falloir mettre une relation véritable entre le milieu du terrain et notre attaque, parce qu'il y a de la qualité pour faire la différence devant. Et ça, c'est des choses à voir lors de la prochaine rencontre. On se projette déjà sur le match Cameroun-Niger. On ne va pas dormir sur les lauriers et à Chilchunta. Puisque à ce niveau de compétition, il faut le dire, le Maroc étant parti, c'est des portes qui sont légèrement ouvertes pour les équipes comme le Cameroun. Mais maintenant... Après cette édition, le Cameroun n'a toujours pas remporté de chance. Parce que si nous ne mettons pas d'intensité dans le jeu, si vous avez bien observé, bon, on peut accepter parce que c'est un premier match. Mais si il n'y a pas eu cette répétition d'efforts pour poser des problèmes aux Congolais, parce qu'à un moment, c'est nous qui étions obligés de résoudre les problèmes que nous posait le Congolais, alors que c'est nous qui devons poser les problèmes aux Congolais pour que les Congolais... On était une équipe de réaction à certains moments au lieu d'être une équipe d'action. Alors justement, on se projetait donc sur le match contre le Niger. Je disais qu'il ne faut pas dormir sur les lauriers. En tout cas, vous l'annonciez déjà, il faut monter en puissance. Qu'est-ce qu'il faut réajuster? Quel compartiment? Non, je crois déjà que le staff est là pour regarder déjà le match Niger-Congo. Ils vont regarder parce que le Niger va aborder ce match sans réserve. Hein. Oui, c'est sûr. Le Niger ne va pas observer le Congo. Et on a l'obligation de la victoire. On aura l'obligation de la victoire face à un Congo qui veut jouer son va-tout. Qui voudra bien jouer son va-tout. Le Congo voudra au moins tomber les armes à la main. Alors, le malheur, c'est que le Congo ayant perdu va avec moins de chances que le Niger. Sur le plan psychologique. Il y aura un peu de doute, alors que l'autre qui n'a pas encore joué, c'est que... Notre staff devra observer. Il a bien observé le Congo en plus. Comment est-ce que le Niger joue, voir quelles sont les forces du Niger et comment pouvoir anéantir ses forces.
C'est comme ça que les choses devront se passer. Et c'est là où... Encore que le style n'est pas très loin des Maliens. Voilà. Le style malien, donc voilà. Il faudra faire très attention. Et là, les vidéo-analystes, je crois que dans le staff, il y en a. Oui. Les vidéo-analystes et le staff qui même travaille le en staff, background. Parce que le coach sait de quoi je parle. Parce que bien entendu, dans une compétition comme ça, il n'y a pas seulement le staff qu'on voit assis sur le banc de touche. Bien entendu. Généralement, il y a toujours les Nous-mêmes étant ici, parce qu'il y a par exemple Narcisse Tinke, qui est le préparateur physique. Il est d'abord entraîneur de football. Il est d'abord Avant d'être préparateur. Oui, il a licence à CAF. Oui. Donc, je crois que nous-mêmes ici, on va leur faire des petits textos. Des petites notes. Pour des petites notes pour qu'ils s'en inspirent aussi, pour essayer de voir ce qu'il y a Donc, à faire. dès lors qu'on aura... Je pense qu'on a quand même une équipe qui a démontré qu'elle peut avancer. Évidemment, dès lors qu'on aura regardé le Niger jouer, on pourra facilement déjà savoir comment prendre le Niger. Et d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, il faudra monter en intensité, ne pas laisser le Niger jouer. C'est ça. Ne pas laisser le Niger prendre confiance. C'est-à-dire que c'est nous qui devons bousculer le Niger. Nous ne devons pas laisser le ballon ou bien observer le Niger venir. Non, on n'a pas à le faire. D'ailleurs, quand on s'appelle Cameroun, dans une compétition comme ça, sans faire insulte aux autres adversaires, vraiment, quand on s'appelle Cameroun dans une compétition comme celle-là, on doit se faire respecter. Sauf que depuis cette édition, le Cameroun ne se fait pas respecter. Oui, mais écoutez, à un moment donné, Cameroun a du mal à s'appeler Cameroun, ça pourra arriver. À un moment donné, ça pourra arriver. Il y a un temps pour tout. Chacun a un temps pour tout. Oui, mais sauf que quand on s'appelle Cameroun, il faut frapper fort dès le départ. Ça va aller vite. Au fur et à mesure, c'est vous qui avez dit que lorsqu'on s'appelle Cameroun, au fur et à mesure, nous tirons les leçons. Lorsqu'on s'appelle Cameroun, on ne fait pas 7 éditions. Au dernier champ au Cameroun, on est tombé carrément en demi-finale. Et puis, je crois qu'on a tiré les leçons. Et aujourd'hui, le Cameroun, tu as dit en cette édition, oui. On n'a pas pu, mais je crois que si... C'est l'année du Cameroun, on doit laisser... Non, je n'ai pas... Ce serait trop tôt présomptueux pour moi de dire que c'est l'année du Cameroun. Encore que c'est en Algérie, c'est possible. C'est possible. C'est même possible. Le Cameroun réalise souvent de grandes choses en Algérie. Alors, si le match contre le Niger, le prochain match... Oui, il faudra prendre le match avant le corps. Vous savez, lorsque ça se commence comme ça, il faut se rassurer. Le Cameroun n'a pas à gagner, mais n'est pas encore qualifié. Le Cameroun a gagné, mais n'a pas rassuré. Oui. Ne pas rassurer, mais non plus qualifier le second tour, pour le prochain tour. Il va falloir jouer pleinement son match. La victoire, si elle est oubliée déjà, qu'on l'oublie, qu'on passe en revue le match au scanner, qu'on observe le match contre le Niger, et qu'à partir de ce match-là, qu'on puisse faire une synthèse entre ce match aujourd'hui et le match contre le Niger. Parce que là, maintenant, de là va découler ce que les athlètes pourront faire. Je pense que les sélectionneurs sont assez ravisés. Et lorsqu'ils feront le match Congo-Niger, ils seront davantage aguerris. Parce que aujourd'hui, on pourra revoir le match à plusieurs reprises pour essayer de niger les différents points d'ombre, comme a dit le coach, pour voir les axes, les points qui n'ont pas été favorables. Mais après, on fera donc une synthèse des deux lectures pour que le Cameroun avance. Donc, pour moi, face au Niger, il faut engager directement le match. Ne pas attendre pour dire que non, on observe. Non. Une fois le match engagé, chercher les 3 points. Supposer qu'on est à 0 point et qu'on cherche la victoire. On a d'ailleurs l'avantage du calendrier quand même. Hein. Sur le plan physiologique, on récupère beaucoup. Oui, on aura, je crois, 24 ou 48 heures de plus. Ça aussi, ça compte. Oui, ça aussi, ça compte énormément. On risque d'avoir une bonne fraîcheur physique, contrairement aux adversaires qui pourraient se ressourcer sur le plan mental s'ils parvenaient à gagner le Congo. Mais alors, puisque vous avez la parole sur ce match contre le Niger, qu'est-ce qu'on ajuste, qu'est-ce qu'on réajuste? Non, il faut mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, de l'équilibre dans l'entrejeu, parce que lorsque vous avez de l'équilibre dans l'entrejeu, tout de suite, vous capitalisez sur le plan offensif, parce qu'on a de la qualité sur le plan offensif. Quand vous avez une gomme et vous avez l'avant-centre de Kemajou. Vous avez Kemajou et vous avez le petit sur le côté. Donc pas que Ramsès. Et puis Avom. Avom, oui. Oui, Avom, vraiment, je crois que c'est comment faire pour qu'ils aient des ballons pour être décisifs. Et dans quelle zone devait-il être, comme nous on dit souvent, en permanent. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils feront une permanence à 3 à l'entrée des 16 ou dans les 16? Est-ce qu'ils feront une permanence à 3 à 35 mètres de but? Donc, je crois que c'est quel genre de ballon il faudra donner. Parce que quand vous avez quand même une fixation comme Kemajou, je crois qu'il faut être prêt à utiliser le deuxième ballon offensif. Parce que lui, ce n'est pas un mec qui va vous faire un passement de jambes, un crochet, une frappe. Il va opposer le corps
et les autres doivent venir occuper les espaces qu'ils libèrent. Donc il faut trouver une bonne corrélation entre notre milieu du terrain et notre attaque, parce qu'il y a de la qualité sur le plan offensif. Donc mettre beaucoup d'intensité. Il faut jouer ce match comme une finale. Et quand on met... Ce sera d'ailleurs la finale. Hein. Et comment on fait dans une finale? On la gagne. On la gagne. On la joue pas. On la gagne. Alors, je rappelle que pendant que le Cameroun gagnait le Congo à Oran, toujours à Oran, dans le groupe D, le Mali et l'Angola se sont séparés dos à dos. 3 buts partout, avalanche de buts dans cette rencontre. 6 buts pour cette rencontre. La Mauritanie était exempte dans ce groupe D. Le Mali et l'Angola ont 3 points, la Mauritanie à 0 points. C'est un groupe à 3, comme le groupe E du Cameroun. Les autres résultats de la première journée du CHAN dans le groupe C, qui devient finalement un groupe à 3, puisque le Maroc ne s'est pas déplacé pour cause de tensions politiques avec l'Algérie. Le Maroc qui devait jouer donc contre le Soudan n'a pas joué. Madagascar a pris le dessus sur le Ghana. Petite surprise, 2 buts à 1 pour Madagascar face au Ghana. Madagascar qui, du coup, prend la tête du groupe, 3 points. Le Soudan, 0 points. Le Ghana, 0 points. On l'a dit, le Maroc, finalement, ne dispute pas ce CHAN. Double tenant du titre, pourtant, le Maroc. Dans le groupe B, la RDC et l'Ouganda ont fait jeu égal, 0 but partout. La Côte d'Ivoire a été battu dans le derby ouest-africain par le Sénégal, 1-0. Le Sénégal qui est donc en tête avec 3 points. Et a raté un penalty. Hein. Ouais, bien entendu. RDC 1 point, Ouganda 1 point, la Côte d'Ivoire, dernière du groupe, 0 point. Enfin, dans le groupe A, l'Algérie au match d'ouverture a pris le dessus sur la Libye 1-0. L'Éthiopie et Mozambique se sont séparés dos à dos, 0 but partout. Algérie 3 points, Éthiopie 1 point, Mozambique 1 point et la Libye 0 point. La prochaine journée s'annonce explosive. Il faut rappeler que pour ce qui est des groupes A, B et C, on prendra les 2 premiers, le premier et le deuxième. Mais belle affaire pour le groupe C finalement. Puisque le Maroc s'est retiré, on va prendre les 2 premiers. Il faudrait un cataclysme pour que l'un des... Ce serait quand même terrible que sur 3 vous soyez dernier et vous n'êtes pas qualifié alors qu'on avait besoin... Il y aura un dernier pourtant. On avait besoin de 2 places. Il y avait 2 places. Il y aura fatalement un dernier. Mais pour les groupes D et C, on prendra un seul. Le premier uniquement sera qualifié pour les quarts de finale. Hein. Donc le Cameroun a le vent en poupe après avoir remporté son premier match. Alors que tout est à faire encore entre le Mali, l'Angola et la Mauritanie dans le groupe D. Puisqu'on parle des joueurs, on va sortir. Hein. On s'achemine vers la fin. On ne voit pas souvent le temps passer à 100% foot. Vous avez suivi le championnat de France ce week-end. Vous avez suivi ce qui est arrivé au Lion indomptable. Karl Toko Ekambi, hué, sorti sous les sifflets du public, les supporters de l'Olympique Lyonnais. On va avoir les images de la sortie de Karl Toko Ekambi, l'attaquant des Lions indomptables du Cameroun, qui a été hué. Je ne sais pas, est-ce que la réalisation a ce sujet ou pas? Bon, vraiment, on n'a pas ce sujet. Mais de toutes les façons, alors, vous le coach, comment on gère ce genre de situation? Un joueur d'abord qui est sorti, qui est remplacé, qui n'est pas content de son remplacement, parce qu'on l'a vu, il ne semble pas apprécier son remplacement à la 58e minute. Il ne salue pas le coach, il fonce tout droit vers les vestiaires, il a botté la poubelle, il était vraiment furieux. Mais avant cela, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait des banderoles, une caricature de Toko Ekambi où les supporters l'invitaient à dégager pratiquement. Comment on gère ce genre de situation? Ben, il faut beaucoup de retenue, il faut beaucoup de courage, il faut être costaud dans la tête. En réalité, pour le cas Karl, l'environnement n'est pas très favorable pour lui à Lyon. Du tout. Et en plus avec l'arrivée de Laurent qui ne lui fait pas, Laurent ne lui a pas facilité la tâche. Karl, qui était véritablement la tour de contrôle offensive de Lyon avant son arrivée, a estimé que la Gazette et les autres étaient... La Gazette. étaient ses favoris. Donc ça s'est monté dans l'esprit du gamin. Il n'a pas pu se retenir. Ça l'a fragilisé dans ses performances. Il n'a plus été efficace, lui qui était souvent très décisif. Il a pris un coup et ça a joué contre lui. Et comme le public
je peux le dire ainsi, est chauvin. Le public lyonnais est désormais très chauvin. Les résultats ne suivent pas et il faut trouver un bouc émissaire. Donc Karl, je crois que sa réaction, c'est une goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous avez fait allusion à ces panneaux qui étaient... cette caricature. Ces caricatures-là qui n'étaient pas de nature à les laisser insensibles. Mais c'est un homme, il s'est senti provoqué, il s'est senti blessé dans son fond intérieur. Sa réaction est légitime, mais elle est regrettable. Sauf que Laurent Blanc est l'un des responsables parce qu'il ne l'a pas souvent protégé. Alors, Achille Sounta, est-ce que Karl Toko Ekambi n'est pas simplement pris pour bouc émissaire? On sait que les performances de l'Olympique lyonnais depuis le début de la saison ne sont pas assez flatteuses. Ces performances, c'est toute l'équipe pratiquement qui est en lambeau. On voit aujourd'hui le geste de Karl Toko Ekambi, mais on rappelle que cette caricature, ce n'est pas après le geste. Ça veut dire que c'est avant. En fait, il y avait déjà une espèce de... Non, écoutez, le problème de fond, c'est quoi? C'est qu'en France, il y a des supporters algériens qui, jusqu'aujourd'hui, ruminent toujours la colère de l'élimination de l'Algérie par le Cameroun. C'est eux qui ont fait cette caricature? Attendez, et par qui? Par le pied de Toko Ekambi. Et lorsqu'ils sont, par ailleurs, peut-être supporters de l'Olympique lyonnais et qu'ils constatent que Karl n'est pas aussi tranchant ces derniers temps, ça pose un problème. Et là, je rejoins un peu le coach pour dire qu'en réalité, l'arrivée de Laurent Blanc a été un problème pour Karl Toko Ekambi parce que depuis que Laurent Blanc est là, ce gars n'arrive plus à nous claquer les buts. Et donc, ça a suscité justement cette réaction de ces supporters parce que ce ne sont pas forcément... Quand on dit que supporters de Lyon, ce ne sont pas forcément les Français seulement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien en dessous quand vous allez bien voir, il s'agit des supporters... comment je veux dire, des supporters de Lyon qui sont algériens et qui jusque-là ne tolèrent pas. On ne va pas non plus faire ces accusations. Non. Écoutez, l'analyse et même certains médias l'ont dit. Ce n'est pas forcément de moi, ce n'est pas forcément mon analyse à moi tout seul. Donc, beaucoup ont dû... Oui, on les a repérés. On a essayé de repérer qui sont ceux qui font ça. On a essayé de voir qu'il s'agit effectivement des supporters lyonnais qui sont arabes ou bien qui n'ont pas toujours digéré ou bien qui ruminent toujours dans le ventre l'élimination de ce fameux 29 mars. Oui. Et donc, alors, moi, j'estime que Karl Toko Ekambi doit comprendre que c'est ça devrait le forger. Parce qu'on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Ça devrait le forger son mental pour qu'il sache désormais à quoi s'en tenir. Parce qu'il peut quitter Lyon et il faudrait bien qu'ailleurs, qu'il soit flamboyant. Alors, est-ce que ce n'est pas l'organisation du match même qu'il faut questionner? Comment on a pu laisser entrer une telle banderole, une telle caricature dans les gradins, sachant que ça visait un joueur pratiquement, alors que c'est toute l'équipe qui est en lambeau depuis? Oui, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la sécurité tout le temps n'a pas été toujours quelque chose d'optimal. Il y a toujours des moments où ces intrusions peuvent se réaliser. C'est-à-dire même dans des stades les plus soupçonnés, ça peut arriver. Bon, maintenant, Karl, lui, il a été monsieur qu'on a détesté depuis, avec Laurent Blanc arrivé, déstabilisé, il était plus en lui. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'en fait, il était conscient du fait que l'environnement n'était pas favorable. Et que par conséquent, il devait être attaqué partout. C'est-à-dire qu'il soit au moindre geste, au moindre mauvais geste, au moindre geste, il devait être critiqué. Donc il devait savoir déjà que par rapport à ce que Laurent Blanc n'avait plus confiance en lui, il devrait être attaqué. Par conséquent, savoir aussi qu'à chaque fois, il ne peut pas réagir aussitôt. Bon, c'est un homme, c'est arrivé, mais toujours est-il que Karl reste encore un joueur sur qui on peut compter. Son avenir va terminer. On n'est pas à la fin du Est-ce que son avenir encore à Lyon? Non, mais pas à Lyon. Je dis bien que c'est pas terminé. Non, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il peut penser à un avenir encore à Lyon? Ou bien il doit forcément aller ailleurs? Bon, même s'il va ailleurs, il va falloir qu'il se refasse un nouveau moral. Parce qu'à la vérité, un joueur de foot... Non, mais c'est clair, à Lyon, c'est terminé là. C'est plus évident. C'est clair que... C'est plus évident parce que l'ambiance là reste l'ambiance là. L'ambiance n'est pas favorable. Favorable pour lui, pour qu'il puisse continuer. Donc, maintenant, en tant que joueur de haut niveau, ça pourra aussi impacter là où il va aller. Parce qu'il faut savoir qu'il va falloir, et c'est là le travail des psychologues, il faut que les psychologues entrent en jeu pour que le joueur puisse se retrouver.
Il comprend que c'était Alors, on sort de cette question avec vous, coach. Comment ça se passe souvent? Vous avez un joueur dans une formation, il est flamboyant, on l'a vu la saison dernière, je rappelais qu'il claquait les buts. Lorsque vous arrivez en tant que nouvel entraîneur, est-ce que vous allez rencontrer le joueur pour lui dire, écoute, j'arrive, mais je ne vais pas faire avec toi, tu ne rentres pas dans mes plans de jeu? Ou alors le joueur constate simplement que vous ne l'alignez plus? Non, l'idéal serait de convoquer le joueur à votre bureau pour avoir des échanges. Vous échangez avec le joueur, vous lui présentez votre projet, vous lui expliquez. D'ailleurs, l'entraîneur qui veut optimiser les performances de son équipe est en étroite collaboration avec ses joueurs. A dit ne fait rien sans eux. Et il échange avec eux. Et même lorsque vous ne retenez pas un joueur pour un match, il faudrait que ce joueur ait les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas retenu. Ça peut être, ça peut être sur le plan disciplinaire. Laurent Blanc n'est pas professionnel? Non, mais c'est l'idéal. Parce que j'ai toujours eu des problèmes avec des collègues parce que je suis de ceux qui sont d'avis que l'Occident est venu dénaturaliser le football africain. Parce que quand on vous donne, comment on appelle ça, les modules d'entraînement, on vous apporte le module français, allemand. Pourtant, les Camerounais qui sont chez moi à Bomban, vous n'allez pas aller faire cette séance d'entraînement. Donc, vous pouvez comprendre ici que même les entraîneurs qui sont français, allemands et tout, peuvent se louper parce que vous ne pouvez pas arriver dans une équipe. Vous dites que le meilleur buteur de votre équipe ne fait pas votre premier match. Il n'est pas blessé, il n'y a pas eu une situation, il n'a aucune raison. C'est un manque de professionnalisme parce que le joueur doit savoir pour quelles raisons il ne fait plus partie de vos effectifs. Ça peut être dans votre façon de vouloir faire jouer l'équipe. Mais on n'est pas sûr que Laurent Blanc n'a pas discuté avec Toko Ekambi. Non, mais c'est que c'est pas la première fois. Vous savez que Laurent a été dans des coups. Il était de ceux qui avaient déjà estimé qu'il fallait un quota. Un quota en équipe de France. Voilà, donc ça, c'est pas loin de Noël Le Gret. Hein, donc c'est les mêmes. Non, non, on va pas ouvrir ce débat. Non, bon, pour dire que c'est bonnet blanc bonnet. Laurent a fragilisé Karl parce que Karl était le chouchou. Et quand un entraîneur arrive et tout, que vous êtes la fleur, il veut vous rabaisser pour que c'est lui qui soit vu, et c'est ce qui s'est passé à Lyon. Laurent n'a pas facilité la tâche à Karl. Vous ne pouvez pas expliquer comment un joueur qui était flamboyant, subitement à votre arrivée, il devient... Mais c'est vous les entraîneurs qui dites que les entraîneurs avaient le choix. Ben, écoutez, il a choisi de ne pas faire avec Karl. Non, vous ne pouvez pas enterrer un joueur parce que vous ne pouvez pas... Voyez ce que fait l'entraîneur parisien aujourd'hui. Que Neymar soit en méforme, que Kylian soit en méforme, que Lionel soit en méforme, il a l'obligation d'abord de les aligner parce que ce sont... non, ça c'est autre chose, hein. C'est les stars. Voilà, ils ont été achetés pour ça. Parfois même la direction de l'équipe peut imposer cela, donc ce n'est plus forcément l'entraîneur. Et votre préoccupation revient à l'interrogation, comment manager un cas de force majeure? Si vous estimez que ce garçon ne peut pas vous servir, pour ne pas le mettre en difficulté, vous demandez son départ, tout simplement, que de le garder là pour subir ce qu'il est en train de subir. Parce que Laurent aurait tout simplement demandé le départ, comme on est en train de manigancer le départ de celui dont je ne veux pas citer le nom ici quelque part. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le président de la République avait dit qu'il faut avoir de l'élégance quand vous prenez une décision. Il aurait été galant, élégant pour lui de dire, voilà, on va préparer une porte de sortie à Karl Toko Ekambi parce que j'ai besoin plutôt de tel joueur qui viendra le remplacer. Très bien. Mais on constate que c'est assez difficile pour le moment pour Karl Toko Ekambi. On a bien vu que c'est compliqué. Déjà, il était mécontent au moment de sortir. Bien sûr. Il ne s'attendait pas peut-être à être remplacé. Parce qu'il subit des frustrations. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé d'être frustré. Vous pouvez démonter un éléphant parce que vous êtes frustré, mais vous vous rendez compte plus tard lorsque l'une de ses pattes vous aura fragilisé. Donc, c'est un ensemble de frustrations. C'était une goutte d'eau qui a... Karl, même en allant au mondial, vous avez vu, nous avons amené un Karl au rabais au mondial. Diminué. Et j'avais dit dans un média que on a monté Laurent Blanc pour déstabiliser le Cameroun. Ça tournait. Bon, coach Kazimi Mangué, merci d'être venu. Non, c'est moi qui vous dis merci. Merci de m'avoir convié à cette table. Je suis fier de retrouver Achille, de retrouver mon frère, parce que j'ai quand même été à Banjul, j'ai entraîné
Futur. Très bien. J'ai passé un très beau séjour. Vous pourrez rentrer au stade de Bandung. Oui, ça me générait pas interdit. Mais vraiment, c'est un public charmant. J'ai été vraiment bien accueilli à Bandung. Je me suis senti très bien. Quand je partais de Bandung, malheureusement, il y a l'Académie nationale de football qui avait besoin de mes services. Je serais resté très longtemps à Bandung parce qu'il fait beau. Vous n'avez pas non plus mis long à l'Anafoot. Il faut ça aussi. Il connaît les conditions dans lesquelles vous êtes parti. On connaît les conditions dans lesquelles vous êtes parti de l'Anafoot. Voilà. Merci d'être venu en tout cas. Merci. Achille Chunta, merci d'être venu ce soir. Le plaisir partagé, coach. C'est vraiment un plaisir, ça a été un plaisir de me retrouver ici aujourd'hui. J'espère avoir été à la hauteur pour rassurez-vous, vous êtes toujours à la hauteur. Pouvoir satisfaire justement, comment je vais dire, la curiosité de Cyril, des spectateurs. Il m'a fait beaucoup de bien parce que chaque fois que j'ai terminé une émission à Equinox, le premier taximan qui me prend, il dit grand, vous ne payez pas. Ah bon? Ben, j'étais pas au courant, vous me l'apprenez en direct. Non, avec, bon, ce sera toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici. Et puis voilà, on essaiera toujours d'apporter notre contribution au développement du sport. Parce qu'il faut le dire, quand on s'assoit là pour parler et pour apporter des critiques, c'est pour le développement. Pour que ça avance. On n'est pas contre quelqu'un. C'est pour justement que les choses avancent et que nous cessions de vivre ou bien d'être ce pays de faits divers. Et ce pays qui crée toujours des événements sur des choses incroyables. Ok, voilà. Merci d'être venu. Merci. Christophe Nobissi, merci d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était fait un grand plaisir de vous retrouver en 2023 en direct, puisque la cuisine interne, nous le faisons souvent ensemble. Les séances de débriefing vont reprendre? Non, vont reprendre. Éminemment, hein, entre vous et moi, ça va se gérer. En off. Peut-être on pourra convier Achille et à nos séances. On pourra les convier, qui viennent découvrir le débrief du tandem avec Cyril. Christophe, voilà. Merci d'être venu. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de 100% Foot. Merci. Bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs. À tous ceux qui nous regardent. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis le Fans Club 100% Foot au Carrefour Macondo. C'est ce qu'on nous a appris qu'il y a un Fans Club là-bas au Carrefour Macondo par EDEA. C'est sur la route de Douala, hein? Par EDEA. Voilà, il y a un grand Fans Club là-bas au Carrefour Macondo. Merci à tous ce Fans Club. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à toutes les équipes techniques de Douala jusqu'à Yaoundé. Les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Essengue. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.